Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 35 de la saison 2. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous êtes préparé un petit thé à la menthe ou une petite tisane pour voir cet épisode de Mes Bricolos un petit peu particulier parce que vous allez découvrir mon intervention à l'Institut français de Rabat dans ce nouvel espace culturel Microfolie. Alors dans cet espace culturel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent à disposition des machines de prototypage rapide, imprimantes 3D, découpe laser, etc. etc. C'était un peu l'inauguration de cet espace, ils m'ont demandé d'intervenir et ils m'ont proposé de venir avec un fabricant avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc je suis venu avec Franck Simonuti qui travaille avec toute son équipe d'artisans à Marrakech au Maroc, avec qui j'ai réalisé de nombreux projets de mobilier, etc., ou même des travaux d'expérimentation quand j'ai besoin de voir un petit peu où je vais avec mes créations. Et c'est notamment avec lui que j'ai réalisé la scénographie à Banque El Marleb sur le thème de la ville de Sigil Massa, d'ailleurs qui est disponible puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'explique mon processus créatif. C'est l'épisode numéro 19 de la saison 2, je vous encourage à aller la découvrir. De toute façon, je mettrai le lien dans la description, mais sans plus attendre, je vous laisse voir cet épisode, cette intervention. Vous allez voir, hein, c'est un peu une table ronde, on discute ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde des thèmes qui sont assez variés. On parle de création, d'innovation, de processus créatifs, on parle de prototypage rapide, on parle de matière, de technologie de fabrication, etc., etc., de ce que ça veut dire de travailler au Maroc, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec des artisans, et tout ça, et tout ça. Donc c'était une super belle opportunité, et je me suis dit, dans ces épisodes de Mes Bricolos, ce serait sympa de le partager avec vous. Toujours pareil, on se retrouve juste après cet épisode dans les commentaires pour en discuter ensemble. Donnez-moi votre avis, quel est le passage qui vous a le plus intéressé, où vous avez appris des choses, ou des remarques que vous pouvez faire. Donc on se retrouve juste après dans les commentaires. Je vous laisse découvrir cet épisode. À bientôt, Pslama. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette première rencontre, en fait, un premier cycle qu'on va inaugurer à partir d'aujourd'hui avec Younes et Franck dans le Fab Lab donc, de la Microfolie de Rabat. La Microfolie est un concept en fait qui est né à la Villette avec 3 cubes qu'on peut voir dans le logo derrière pour symboliser 3 espaces. Donc on a le musée numérique qui est déjà en marche depuis octobre 2019. On a la réalité virtuelle et on a ce 3e espace qui est le Fab Lab de Rabat. Donc, dans notre Fab Lab ici à Rabat, on est orienté design. Et c'est pour ça qu'on a choisi justement d'accueillir un cycle autour du design. Cette table ronde avec Younes et Franck. Younes Durey que tout le monde du monde du design en tout cas connaît, qui est ingénieur en design industriel. Qui nous fait l'honneur aujourd'hui de présenter une table ronde autour de l'artisanat numérique et autour du prototypage justement rapide et ses conséquences, son évolution et peut-être son impact aussi sur l'avenir de l'artisanat au Maroc et dans le monde. Nous sommes équipés ici, entre autres, d'une brodeuse numérique, de 2 imprimantes 3D, d'une graveuse découpeuse laser avec un matériel de sublimation. C'est un nouvel espace qui bientôt va ouvrir ses portes pour les créatifs, pour les artistes, pour les auto-entrepreneurs, qui va servir aussi d'incubation pour les gens de Rabat et peut-être pourquoi pas d'ailleurs aussi. Sans plus tarder, je laisse la parole à Younes que j'ai présenté, à Franck le magicien inconnu, mystérieux, qui va nous en dire davantage sur son travail avec Younes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme ça, alors j'utilise le micro. Alors déjà, merci d'être venu, hein. Ça me fait très plaisir que vous soyez tous là. Merci à l'Institut français, merci à Myriam, merci à tous d'avoir organisé ça. Et puis je pense que c'est une très belle initiative, parce que c'est vrai que quand on fait du design, on est un peu enfermé dans son bureau à créer, on voit pas grand monde, surtout en plus avec ce qui s'est passé. Mais même en règle générale, hein, on est généralement enfermé dans son atelier et on montre pas beaucoup le processus de conception, de réflexion et de création et de fabrication. Et c'est vrai qu'à mes côtés, Franck, le magicien, j'ai dû mentir hein, pour qu'il vienne. Hein. Oui, parce que je lui ai pas dit exactement ce qu'il allait endurer parce que lui, il est dans son atelier enfermé dans un coin paumé de Marrakech avec ses artisans et toute son équipe. On aurait voulu qu'ils soient tous là d'ailleurs parce que c'est ça aussi qui est beau, c'est de voir un petit peu comment ils travaillent. Et je l'appelle le magicien parce que des fois je lui dis écoute voilà j'ai ça dans la tête, comment on pourrait faire et tout, et on passe pas mal de temps à essayer de trouver des solutions pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir faire exister l'objet. Alors
on va se présenter, on va montrer un petit peu moi ce que je fais de mon côté, lui ce qu'il a fait, etc. Mais c'est un peu ouvert, on est un peu sous la forme d'une table ronde, hein. C'est pas vraiment une conférence, c'est-à-dire que l'idée c'est que à n'importe quel moment vous avez une question, on peut orienter un petit peu cette table ronde comme vous le voulez, c'est-à-dire que vraiment honnêtement, faut se sentir à l'aise de poser une question. Et puis si sur le réseau, je sais pas si on est en direct, mais pour ceux qui sont en direct, t'as vu, je sais bien faire, hein, t'as vu, en direct, j'ai fait ça. Ceux qui sont en direct, vous laissez des commentaires comme ça. On a une équipe qui s'occupe de prendre les commentaires. Et donc voilà. Alors juste pour expliquer un petit peu le parcours, je vais pas remonter au tout début de ma passion pour le design, mais c'est vrai que, étant né dans les années 80, le design, c'était pas du tout un métier qui était connu à l'époque, hein, pas du tout. Et j'étais tombé sur une émission sur Arte d'un designer italien qui parlait de la façon dont il concevait les voitures, et j'étais là, j'ai dit ah mais c'est ça que je veux faire, parce qu'en fait j'avais cette passion pour le dessin et l'ingénierie, l'objet, la matière. C'était pas que le dessin. Alors j'ai passé 4 ans à dessiner des vagues. De mes 10 ans à mes 14-15 ans, j'ai dessiné que des vagues. Tous les jours, je dessinais des vagues parce que j'essayais de figer le mouvement de la vague. Enfin, en plus, comme je faisais du surf, évidemment, c'était quelque chose qui me passionnait. Mais pour vous expliquer un petit peu, c'est-à-dire, on est un peu en ce qui me concerne, c'est-à-dire, on est un peu des passionnés, mais un peu dingues, hein. C'est-à-dire que dès qu'on a un truc où on est obstiné, on veut absolument essayer de trouver le pourquoi ça fonctionne comme ça, mais j'avais la même chose dans les objets. C'est-à-dire j'ai pété le lave-vaisselle de la maison, j'ai pété la télé parce qu'en fait je l'ai démonté. C'est-à-dire que comme je voulais savoir comment c'était foutu, et je vous jure je les ai démontés. À un moment mon père il est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit mais je sais pas comment ça marche, pourquoi le truc il tourne comme ça? Et j'avais pété je crois que c'était la télé ou un truc comme ça, parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Le jour où mon père m'a acheté un scooter, première chose que j'ai faite, pendant que les copains ils étaient là à aller roder le moteur, j'ai démonté le scooter parce que je voulais savoir comment le moteur était fait. Est-ce que c'était un moteur alternatif? Pourquoi? Comment? Et c'est pour ça que dans la phrase qui est inscrite ici, mais qui est une phrase que mon oncle m'avait dit un jour où on discutait ensemble, c'était la curiosité pour déserter les évidences. Et c'est quelque chose qui est très important, mais que je répète à chaque fois que je fais une conférence, chaque fois que je fais une table ronde ou que je papote avec des étudiants ou même avec des copains, des professionnels. C'est-à-dire ce qui nous caractérise vraiment, c'est cette curiosité de questionner les objets, de réfléchir sur pourquoi et comment ils sont faits comme ça, pourquoi ils ont été dessinés comme ça, pourquoi, je m'amuse souvent à dire, un designer, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes idées, parce que moi, les meilleures idées, c'est ma mère. Pendant qu'elle était en train de préparer un truc, j'étais dans la cuisine, et elle fait « Regarde Younes, pourquoi ils font ça comme ça? J'arrive pas, il faudrait faire ça comme ça. » Et j'étais là « Oh là là !» C'est-à-dire que souvent, c'était dans les discussions avec ma mère ou avec des copains donc la propriété même de l'idée, elle est assez complexe à définir. Par contre, la caractéristique d'un designer, et c'est là où on arrive au Fab Lab, on arrive aux outils de ce qu'on appelle du prototypage rapide ou de fabrication, c'est la capacité à rendre réel, à rendre tangible, c'est-à-dire à passer d'une idée à un objet. C'est-à-dire très souvent, vous pouvez avoir des idées. Alors certes, quand on est designer, on a des processus créatifs qui nous permettent de générer ce qu'on appelle du brainstorm, des machins, etc. Mais au final, chacun développe un peu sa petite tambouille personnelle. Moi, c'est souvent dans la douche. C'est mon secret. Parce que à un moment, je suis à l'écart de tout, puis je réfléchis sur des trucs et je me dis, oh là là, Mais après, ce qui fait la différence, c'est on arrive dans son atelier, on dessine, on teste, on regarde, on manipule les outils de la création et on le fait vivre, on le rend réel, on le rend tangible. Et ça, c'est toute la différence, parce que l'ingéniosité est dans la capacité de rendre une idée réelle, de la rendre... Il y a des projets, je pourrais vous montrer, j'ai bossé 5 ans, 6 ans dessus, entre le moment où j'ai eu l'idée et toujours avec cette volonté de peaufiner, d'améliorer, d'aller plus loin, de questionner, etc. On est un petit peu taré dans ce truc-là. Et donc là, je vais faire juste un petit, pour le laisser aussi un peu parler, puis après je reprendrai, on expliquera des objets, parce que là aussi, on arrive dans le réel, et souvent, on est limité, parce que la connaissance... C'est ce que j'explique souvent, et c'est à un moment, comment j'ai rencontré ce bonhomme. J'ai fait la scénographie pour le musée Yves Saint-Laurent sur les tapis berbères de la région des Kemkem.
hyper belle exposition avec des tapis absolument extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer des gens dingues dans cette exposition. Et c'était ce bonhomme qui s'occupait de fabriquer, mais j'étais pas au courant en fait. C'était passé par une espèce de... Parce qu'il veut pas en fait. Il veut même pas qu'on le connaisse directement. Donc... et en fait, on s'est posé, on a discuté. À un moment donné, parce qu'il me dit ouais, tu sais, j'ai fait des coques de bateau, j'ai fait ça. Je fais ah non, tu rigoles. Moi, je lui dis j'ai fait un tricycle, j'ai pris un cric de voiture, je vous le montrerai. Je l'ai coupé en deux. Et en fait, on a commencé à discuter et on s'est mis à parler pendant 2 heures sur les astuces qu'on avait trouvées pour fabriquer ce qu'on avait dans la tête. Et là, c'est là où je parle d'alchimie. Que ce soit, alors c'est avec lui, mais il y a aussi des artisans avec lesquels je bosse quand je suis à Marrakech. Hein. On a des gens des fabricants avec qui on interagit, mais à différents niveaux. Mais ce que je trouvais intéressant en le faisant intervenir dans ce panel, c'est parce que lui a cette capacité de tester plein de choses sur plein de matières et plein de choses différentes. Il a vraiment cette façon de pouvoir tout prendre et dire ah tiens, ça s'est fait comme ça, tiens, on pourrait faire ça comme ça, etc. Donc cette capacité à s'adapter et à développer, c'est très intéressant. Et justement, pour conclure sur la façon dont j'ai rencontré, c'est qu'à un moment donné, quand on est designer, on a beau étudier la matière, on a beau étudier, moi par exemple, j'ai passé, comme j'ai fait l'ENSI les ateliers, c'est une école voilà, de conception industrielle, donc on travaille sur les techniques de fabrication, les moules, donc je sais à peu près, c'est-à-dire vous montrer n'importe quel objet, ça c'est de l'injection soufflage, donc je peux vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Mais maintenant c'est de la théorie. Et après, tu as des mecs, voilà, il suffit de regarder ses mains, ses patounes, ben ils mettent les mains dans la matière et ceux-là ont une connaissance supplémentaire parce que la théorie a ses limites. Quand vous êtes avec des gars qui ont la main dans la matière, à un moment, je suis arrivé, je dis voilà, il me dit ouais, non mais ça sur ton papier, il m'engueule, hein, il me dit ça sur ton plan, ça marche, mais dans la réalité, ça marche pas du tout. Je vais t'expliquer. Donc, Franck, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Bonsoir. Bon, il m'a arnaqué pour venir là. Il m'avait pas expliqué. Moi, en général, on m'appelle quand il y a des problèmes de temps ou des problèmes techniques, quand c'est plus possible. Et pour l'instant, j'ai fait ça dans 39 pays. À chaque fois, on m'appelle quand c'est la merde. Et il faut trouver des solutions. Quoi d'autre? Comment tu as commencé? C'est-à-dire, moi, j'ai vu que tu parles déjà des bateaux. Les bateaux. Quand tu as commencé à faire les bateaux. Je suis revenu en vacances. Je suis venu en vacances voir ma mère. J'ai rencontré Vincent Loriot-Prévost, qui est un des plus grands architectes du monde de bateaux. Il m'a vu bricoler un truc et il m'a dit tu vas faire des bateaux. Et il m'a donné un budget pour construire le premier bateau de machin. Et sans le savoir, parce que j'y connaissais rien, on a révolutionné la façon de faire les bateaux. Les bateaux en résine. Et après, on a fait tous les bateaux de course, Groupama, Banque Populaire, Crêpe-Waouh, de machin, en utilisant un tiers des ressources qu'ils utilisaient d'habitude. Là où ils mettaient 20 personnes, on en mettait 5. Là où ils mettaient 6 mois, on en mettait 3. Parce vu qu'on n'y connaissait rien, on l'a fait comme nous, ça nous semblait logique. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est très très important, quand on fait quelque chose, d'avoir les anciens. C'est bien de s'entourer des anciens qui ont le savoir-faire, mais d'avoir les gens qui nous disent « Ah, depuis toujours on fait comme ça. Ouais, ok, super. Justement, on va essayer de faire autrement. » Donc d'avoir l'ancien dans le coin qui nous donne des conseils, c'est bien, mais moi en général, j'embauche des gens qui connaissent rien, mais surtout qui ont une bonne volonté, et là on trouve des solutions. Il faut écouter les anciens qui nous donnent des conseils, les machins. Mais on a toujours fait comme ça. Ouais, on va pas avancer beaucoup si on a toujours fait comme ça. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais parler du pont que tu as fait en Belgique, s'il te plaît? Au Danemark. Non, le mec, il a fait un pont. Hein. Au Danemark, pardon. Attends, j'ai la photo je crois que j'ai la photo du pont là, non? Comme je dis, on m'appelle quand c'est bloqué. Là, non, j'ai pas la photo du pont. C'était le pont suspendu du Storbelt. Et là, c'était Jacques Alstom. Et ils ont été bloqués pendant 3 mois pour distribuer les câbles en haut du pont. Et un des ingénieurs de Jacques Alstom m'avait croisé sur les bateaux. Il m'a dit on va le faire venir lui. Et donc on a mis au point un nouveau système pour distribuer les câbles. Parce que les câbles, au départ, il n'y a que les poteaux au milieu de la mer. Donc il faut faire partir les câbles, monter au poteau à 340 mètres de haut, redescendre et remonter. Et on a mis au point un nouveau système que j'aurais dû breveter si j'étais un peu moins bête. Et depuis, on construit les ponts comme ça. Voilà. Le pont, il est là. Voilà, pont suspendu. Voilà. Et tout ça, c'est des kilomètres de câbles. C'était le plus grand pont du monde à l'époque.
pont suspendu. Donc le mec déjà, tu vois qu'il a fait des ponts, enfin en tout cas, il a fait des bateaux. Et après on pourrait parler aussi. Alors les bateaux, j'ai pas tout montré, j'ai pas montré toutes les photos. Est-ce que tu pourrais nous parler après on reviendra, mais c'est juste pour présenter un peu le personnage parce qu'il faut vraiment comprendre un petit peu son. Peu importe ce qu'on fait, c'est à chaque les fois moules. Le même principe. C'est à chaque fois le même principe. Faut réfléchir. Ça c'est des moules d'injection pour Kelt. C'est-à-dire on devait, mais maintenant c'est facile. Ça c'est il y a 25 ans. Alors les moules d'injection, c'est vous avez une empreinte et en fait c'est un mâle et une femelle qui se ferment et après vous injectez de la matière. Alors ça peut être à des températures ou des choses différentes, l'humidité. L'environnement joue un rôle énorme dans la fabrication. C'est très complexe. Et plus le moule est grand, plus on a plus c'est compliqué parce qu'en fait il faut ce qu'on appelle des carottes d'injection, c'est-à-dire il faut en mettre partout pour que la matière puisse avoir le temps avant de sécher de pouvoir remplir l'ensemble du moule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un moule qui est petit, par exemple pour fabriquer, je sais pas, ça, voilà, ça c'est de l'injection soufflage. Un moule qui est petit comme ça, on a la carotte d'injection qui est derrière la bouteille. Ce que vous touchez là, qui est un peu râpeux, c'est la carotte d'injection. C'est là où la matière est poussée. Après, c'est soufflé et ça vient se coller aux parois. Donc, c'est relativement petit, donc c'est assez facile. On arrive à maîtriser le temps de refroidissement pour que l'objet puisse sortir correctement. Mais sur un moule de cette taille-là, sur une épaisseur de 3 mm, enfin, vas-y. Eh ben, justement, c'est que l'expérience, parce que quand on prend tous les produits, c'est marqué tant de temps. Non, c'est selon le moment, selon l'humidité, selon le truc. Et ça, c'est à force d'expérience et d'essayer avant 50 fois et de rater les essais 50 fois avant de comprendre, parce que les indications, c'est en labo. Alors, en labo, ça marche super. Ça marche super. Quand on est à Marrakech, il fait 55. C'est pour ça qu'ici au Maroc, tout ce qui est résine ne tient pas parce qu'ils n'ont pas compris comment il faut le faire. Ils n'ont pas compris. Parce qu'il faut l'adapter à la situation exacte à chaque fois. Et les indications qu'ils donnent, c'est en labo, en température contrôlée, en atmosphère contrôlée, ce qui n'est pas notre cas. Alors, tu avais un système aussi pour faire les coques de bateau, tu m'avais expliqué. Les systèmes, on a pris tout le contraire de ce que font les autres. Ce qu'il faut, il faut faire un marbre. Il faut d'abord faire la pièce. La première chose, c'est que ça ne bouge pas. Et les gens, pour pas que ça bouge, c'est pour ça nous, on avait beaucoup moins... Le dernier bateau qu'on a vu, le grand, il fait 39 mètres. Sur 39 mètres, on a eu 3 mm d'écart. C'est rien. C'est rien. Ils viennent avec un scanner pour vérifier, sinon la pièce est refusée. Ils n'ont jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout le contraire de ce que tous les autres font. Ils essayent de lutter contre les dilatations et contre la nature. Nous, on a fait tout le contraire. Ça va se dilater, selon la température et tout, ça va jouer. Donc, on va arrêter de mettre des grosses IPN fixées au sol, parce que de toute façon, ça va bouger. On met ça sur des aiguilles. C'est que le même bois. Donc, si ça se dilate, ça va se dilater de façon homogène. Parce qu'un coup, ils vont mettre une sorte de bois, une autre sorte de bois. Rien ne se dilate pareil. Nous, on met à chaque fois le même bois partout, comme ça, c'est une dilatation contrôlée. Et il faut comprendre que contre la nature, contre les trucs, on a perdu. On a perdu. C'est pas la peine de sortir la grosse artillerie à mettre de plus en plus fort. On a perdu. Plus on met de la matière, plus ça va se dilater. Donc, il faut en mettre le moins possible et comprendre qu'on a perdu. Donc, il faut faire avec. Il ne faut pas essayer de lutter contre. Il faut faire avec. Et à partir de ce moment-là, on a eu un minimum de déformation, c'est-à-dire sur 39 mètres, 3 mm. Donc c'est inexistant, quoi. Voilà. Et après, tu as travaillé aussi sur des projets de maintenant principalement. Attends, je vais trouver. Voilà, alors tiens. Forêt suspendue. La forêt suspendue sur combien? Une forêt suspendue, donc 3000 m², démontable, transportable. Là, il a fallu faire en sorte que ça tienne. Il a fallu faire ça. Et pareil, là, on a fait en sorte de ne pas lutter contre la nature. C'est-à-dire, c'est que des petites tuiles de 3 mètres par 2 mètres avec des riselants. Au départ, on s'est battu contre la Socotec qui se plante souvent. Parce que là, ils voulaient qu'on mette des attaches indestructibles et tout ça. Mais moi, c'est le contraire. Je voulais que ce soit destructible. Parce que j'attache les choses avec des riselants. Les vrais riselants originaux, on connaît, un riselant, c'est 36 kg. Donc je savais que si la neige tombait à plus de 36 kg vu le nombre de riselants, les riselants allaient casser, allaient libérer la neige et lâcher. Plutôt que de vouloir lutter contre et mettre des trucs, et tout s'écroule. Il vaut mieux se mettre à chaque fois des petits fusibles, pour que les problèmes n'arrivent pas. Les problèmes n'arrivent pas.
Voilà, donc vous avez un peu vu le personnage un peu là. Alors il fait beaucoup là en ce moment, enfin ces dernières années, tu as fait beaucoup d'événementiels. Donc le festival du film de Marrakech. Trophée Hassan II, Marrakech du Rire. Voilà, tous les gros événements. Et avec moi, on fait surtout de la scénographie. Et puis aussi, on s'amuse à faire des petites créations quand on a envie d'expérimenter des choses, que ce soit dans le mobilier, dans l'objet, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que... C'était intéressant de voir un petit peu son processus, c'est parce que dès que vous avez quelqu'un qui connaît la matière, qui a cette expérimentation de la matière, vous pouvez engager un dialogue parce qu'encore une fois, tout est basé sur le principe de essayer de faire que l'objet existe, soit réel et soit pertinent, cohérent, logique, ergonomique, fonctionnel. Et quand on est designer, cette question-là est fondamentale parce que faire des dessins, c'est bien, trouver des choses, c'est sympa, pourquoi pas, mais quand on ne peut pas les fabriquer, quand c'est très compliqué, que ça coûte très 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 cher, tout d'un coup, ça devient beaucoup moins intéressant. Et tout est basé là-dessus, c'est-à-dire c'est cet équilibre parfait entre un objet qui a du sens, qui a du style, qui est ergonomique, qui est fonctionnel, mais aussi qui est intelligent sur son principe de fabrication. Alors moi, ce que je peux vous montrer, parce que c'est aussi c'est le tout premier projet que j'ai fait, qui est le tricycle Bellec, et vous allez voir en fait, parce que je vais vous expliquer un peu le parcours, vous allez comprendre. Le tricycle Bellec, c'est mon projet de diplôme à l'ENSI. Alors j'avais écrit un bouquin à l'époque qui était mon mémoire de fin d'études, mais qui est un roman en fait, qui s'appelle Le Petit Mouloud, où j'ai travaillé sur le système économique des souks. Parce qu'en fait, ce que j'expliquais, c'est que il y a un modèle occidental avec un système de fabrication, de distribution, etc., qui est très particulier. Mais si on s'arrête et qu'on commence à s'intéresser au souk, et à la façon comment est structuré le souk, en fait, c'est d'une ingéniosité absolue sur le principe de la fabrication, du stock et de la distribution. C'est-à-dire, quand on s'y intéresse, il y a une logique de fabrication, de production et d'adaptation qui est absolument remarquable. Et par exemple, j'avais expliqué ça quand je faisais ma soutenance. Quand vous remontez le souk, vous ferez l'expérience, vous remontez l'histoire de l'objet. C'est-à-dire à l'extrémité du souk, c'est là où on vend le produit. Et puis après, plus vous remontez, plus vous allez dans l'histoire de l'objet. Les artisans sont souvent au fond du souk. Et donc, vous avez une temporalité dans l'existence même du produit, simplement en marchant dans une distance qui est humaine. Ce qui fait que souvent, et ça c'est quelque chose qui est propre au souk et qui est absolument incroyable, et c'est pour ça que cet événement, je le lis, c'est-à-dire il faut comprendre. C'est-à-dire là, ce sont des makers. Lui, c'est un maker, c'est un mot à la mode. Et le Fab Lab est quelque chose, c'est quelque chose qui hésite. Mais je t'explique, le Fab Lab, c'est ton souk de ta Médina. T'as pas besoin d'aller plus loin. On a marketé quelque chose très bien. Super, parce qu'on utilise ce qu'on appelle des machines de prototypage rapide, et c'est pour ça qu'on va arriver à cette question de l'artisanat numérique, mais le souk est basé sur ce principe-là. Et souvent, j'explique, quand je faisais ma soutenance ou des conférences, j'ai dit, regardez, vous arrivez dans un truc, t'as une babouche, elle a une forme, elle a une couleur, elle a une matière, et tu lui dis, tu vois, j'aimerais bien la voir en rose. Il te dit, bouge pas, viens avec moi. Et en fait, il va remonter, et il va aller d'abord dans les centres, enfin dans les boutiques qui distribuent, c'est-à-dire les grossistes où tu as et il va essayer de demander, machin, etc. Et puis on va te proposer. Et si jamais on trouve pas, il te dit tu reviens dans une semaine. Et il va même t'amener à l'atelier qui est juste derrière, qui fabrique ces babouches. Et tu vas le faire sur mesure. En fait, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan ergonomique, c'est fascinant, c'est d'une intelligence absolument remarquable. C'est-à-dire, vous savez, on vous dit think global, act local. Vous savez, cette fameuse phrase que tout le monde utilise. Mais en fait, tu va dans la Médina, Khoya. Je veux dire, tu vis ça au quotidien. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin, pour essayer d'expliquer ce schéma-là. Et puis aussi pour sortir de cette définition à l'occidental qui est synonyme de désordre. C'est-à-dire, je voulais absolument, parce que
C'était encore avec mon oncle, une discussion, c'est lui qui m'a inspiré ce bouquin, et c'est à l'occasion de ce livre qu'il m'a donné cette phrase. Et en fait, il me disait, va me chercher le dictionnaire. Et donc, je vais chercher le dictionnaire de la langue française. Et on ouvre, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant qu'on est à l'Institut français, on ouvre le bouquin, il me dit, trouve-moi la définition du souk. Alors, première définition du souk dans le dictionnaire de la langue française, c'est la bonne. Commerce méditerranéen, se trouve dans les villes, nanana, machin. Deuxième définition, sens figuré, se dit du désordre. Et là, il me dit, est-ce que c'est du désordre? Et il me dit, imagine comment l'Occident, la langue française, dans le dictionnaire, inclut déjà la perception qu'ils ont de nous. C'est dans la langue française, c'est-à-dire dans la définition. Tu ne peux pas faire plus profond, ancré sur l'esprit collectif que de l'avoir dans un dictionnaire. C'est pour ça que j'ai écrit Le Petit Mouloud en réponse au Petit Robert, avec la volonté de changer cette perception et de dire c'est pas mal intentionné. C'est comme ça, tu vas dans un endroit, c'est vrai que si tu arrives pour la première fois dans un souk, tu peux te dire attends. Mais si tu commences à l'analyser, à le comprendre, la curiosité pour déserter les évidences, ça y est, tu captes. Et il y a une chose que je fais systématiquement quand je fais des conférences, c'est que je pose la question, pourquoi la babouche est pointue? C'est-à-dire, moi, je me pose des questions, j'aime me poser des questions. Et jamais, ah oui, t'inquiète. Non, on réfléchit ensemble et on essaye de comprendre pourquoi la babouche est pointue. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on se questionne sur les objets, on essaye de réfléchir. Pour en revenir au tricycle Bellec, ce qui s'est passé, c'est que suite à mon mémoire, j'ai fait le tricycle. Et le tricycle, c'était que, toujours pareil, j'ai regardé les outils de mobilité dans les médinas. Et je me rendais compte que les mecs, ils prenaient des mobylettes, ils prenaient des vélos, ils coupaient les cadres. Ils te rajoutaient des roues, ils te rajoutaient des trucs. En tant que designer, si l'objet est modifié, c'est que tel qu'il est présenté, il ne correspond pas à l'usage. Donc quel est l'usage qui permet de répondre à la demande? Donc j'ai fait le tricycle Bellec, et alors ce qui est rigolo, et là on est complètement dans l'idée de cette idée de faire, c'est qu'en fait j'ai fait un tricycle parce que je voulais absolument une modularité qui soit totale, mais je vais peut-être vous lancer la vidéo, comme ça vous allez voir. Et en fait je voulais vraiment cette modularité, et en fait je voulais le faire en sorte que même dans les petites ruelles, ou si tu as des grandes distances à faire, tu peux facilement déplacer le vélo. Tu peux facilement le manipuler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en dehors du fait, alors là, il va tourner, en dehors du fait que j'ai fait un truc qui est très simple, qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire que le guidon se plie, comme ça, vous le tirez par le guidon, et en fait, ça fait comme un petit caddie. Donc, comme l'axe de rotation est au niveau de la roue, ben, vous le tournez sur la largeur sur la longueur du vélo, quoi. C'est très pratique, alors vous allez voir. Et ça permet de manipuler très facilement son vélo. Et puis après, vous avez l'assise qui se plie pour augmenter la zone de chargement. Et alors, l'astuce, c'est que j'ai pris un cric de voiture que j'ai coupé et que j'ai installé à l'arrière du tricycle. Et en fait, ça descend l'assiette du tricycle et vous pouvez rentrer une petite espèce de petit chariot et vous déplacer avec ce tricycle. Donc, il y avait toute une ingéniosité sur une manipulation. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un cric de voiture, je l'ai coupé, je l'ai soudé sur mon vélo. J'ai trouvé des astuces. J'étais avec un mec à l'époque en Bretagne qui faisait des vélos pour des événements. Et il m'a dit, ah tiens, on va rigoler ensemble. Et pareil, on a bossé ensemble et on a fait le proto, on a fait les maquettes. Et ce tricycle a gagné le prix international de la Biennale de Saint-Étienne, le prix de l'innovation et de la création. Je me rappelle encore quand il y avait Marc Charras qui a débarqué sur le stand et qui a vu le truc, c'était en 2006. Hein. Il a dit, mais t'es un malade. Il m'a dit, parce qu'il a tripé sur l'objet, parce qu'il comprenait la façon dont on a essayé de solutionner des problèmes. J'ai essayé de solutionner des problèmes avec des astuces. Et après, quand je suis arrivé, quand je me suis installé au Maroc quasiment la même année, j'ai remarqué que c'était un objet qui était complexe à expliquer. C'est-à-dire, si vous le voyez, vous dites c'est un tricycle. Et c'est là où j'ai fait le meuble Zélie. Et je vais partir, avant d'attaquer plus sur les matières, le meuble Zélie, alors c'est surtout celui qui m'a fait connaître, parce que je me suis rendu compte que le vélo, quand on le regarde, il ne suscite pas une émotion. Il ne crée pas quelque chose qui vient taper une fibre, un ancrage, voilà. Et comme j'étais passionné du motif géométrique islamique, mais quand je vous dis passionné, c'est que j'ai des bouquins à la maison et j'étudie ça tout le temps.
et même encore maintenant. Et en fait, je me suis dit, il faut que je m'approprie ça pour voir qu'est-ce que je peux en faire. Parce que c'est de la matière. On réinvente, hein, faut pas se leurrer. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais c'est la façon dont on le fait, c'est la façon dont on le pense. Alors, quand j'ai sorti ce truc-là, je pensais absolument pas de l'impact qu'il y a eu, mais ça a été dingue, parce qu'il a été publié absolument partout, il a fait des salons, je me suis retrouvé avec, alors ça j'en suis très fier, j'arrête pas de le dire, parce que ça me fait marrer, c'est le Kanye West qui en a parlé, et il a dit « Ah, ça ressemble à un flocon de neige et tout », alors bien sûr, quand t'es jeune, tu vois, t'as un producteur, un mec du rap américain qui dit « Ah, ça ressemble », tu dis « C'est génial », mais en fait l'ingéniosité de cet objet, c'est pas sa forme, c'est pas son dessin. C'est la façon dont il a été conçu. Et là, je vous lance la petite vidéo qui va vous permettre de comprendre. En fait, c'est 8 éléments emboîtés. J'ai disséqué, c'est un principe, c'est ce qu'on appelle une symétrie centrale. C'est-à-dire, j'ai disséqué la géométrie pour en prendre le principe géométrique. Et en fait, vous l'achetez comme ça, c'est-à-dire, il est démonté. Vous l'achetez dans une boîte qui est relativement compacte, hein, qui est en tout cas beaucoup plus compacte que l'objet final, et vous le montez. Alors c'est un plan séquence, hein, quasiment cette vidéo, je l'ai montée en 2 minutes. Alors dans les salons, quand j'allais faire des salons, j'arrivais et je le montais comme ça, pendant que les gens étaient en train de faire leur salon. Moi, ça me prenait 2 minutes pour monter mes meubles, quand ils étaient exposés un petit peu à gauche et à droite. Et en fait, c'est un système de clés. C'est-à-dire que comme c'est un principe de symétrie centrale, vous ne pouvez pas le démonter, vous pouvez le démonter que dans le sens inverse dans lequel vous l'avez monté. C'est-à-dire il n'y a aucune pièce qui peut sortir comme ça, puisqu'elle est maintenue par celle d'avant, celle qui la précède et celle qui la succède. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc vous créez votre meuble. Donc ce qui était intéressant, moi, l'ingéniosité, c'est pas le dessin, c'est pas cette géométrie où j'en ai fait une bibliothèque. Certes, à l'époque, surtout, elle avait un petit peu surpris, parce que c'était un peu on voyait ça un peu pour la première fois, mais toute l'ingéniosité de l'objet est là-dedans, en fait, dans ce principe de fabrication. Et c'est ce qui a fait la caractéristique de ce meuble. Et là, on en revient à l'idée même de la question du style n'est qu'une toute petite partie d'un aspect de design. La notion de la fabrication, comment on la met en œuvre, quelle est l'ingéniosité qui est derrière, et des fois, pour moi, encore plus intéressante que l'objet final. Parce que là, on est sur de l'ergonomie, on est sur de la fonctionnalité. C'est écologique. Pourquoi ? Parce que quand vous transportez cet objet, vous pouvez en mettre plus dans un endroit, par exemple dans un conteneur, etc. Donc, il y a cette praticité dans le... Ça, c'est du Forex. C'est du Forex de 18. Parce que la caractéristique du Forex, c'est que c'est un peu comme un PVC, ça se colle avec de la colle PVC. Donc, la grande astuce, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de le coller à l'étuve. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la chauffer, c'est pas compliqué, c'est pas du bois moulé, etc. Et c'est indestructible. Et en plus, il y a un flex naturel, vous allez le voir, parce que là ça pèse, hein, son truc, hein, ça pèse. Hein. Alors, le Forex, c'est une mousse expansée prise en sandwich, ce qu'on appelle aussi les stratifiés. Ils appellent ça le stratifié, mais en fait, le stratifié, c'est un principe. C'est une matière à l'intérieur prise en sandwich dans 2 panneaux. C'est ça le stratifié. Après, on vous parle de stratidécor, etc. Mais c'est un principe de fabrication, le stratifié. Et à la place d'avoir des copeaux de bois, voilà, on a une mousse expansée à l'intérieur. Donc en fait, ça la rend plus légère, ça la rend plus solide, ça la rend résistante aux UV. Mais c'est surtout qu'il y a une solidité structurelle qui fait que même si elle bouge, elle ne va jamais péter, parce qu'elle ne va jamais casser, parce qu'en fait, elle a cette flexibilité naturelle de la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on n'imagine pas ça. C'est pour ça que moi j'aime bien, quand on était là, on discutait, il me dit « Regarde ce que tu es en train de me faire ». J'ai dit « Ouais, mais on partage des choses qui font partie de la tambouille interne qu'on n'a jamais pensé. Enfin, les gens n'y pensent pas forcément. Ils se disent pas « Tiens, mec, il a pensé à ça, il a fait ça, il a travaillé là-dessus, etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est par exemple la bibliothèque Zélie. Vous avez dit, je suis hyper fier. J'avais 26 ans là, 27 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. T'imagines un peu. Et après, j'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé sur pas mal de choses, mais je vais m'arrêter sur 2-3 objets, et puis après, on pourra même parler d'un projet qu'on a fait ensemble. C'est, alors je vais vous montrer, voilà, Zélifood. Alors les Zélifood, toujours pareil, cette passion du motif géométrique, et en fait, c'était pour le Club Med. Et en fait, ici, ils font des grands buffets. Les mecs, ils font des grands buffets. Et ils m'ont dit, c'était le Club Med toute la région Maroc, etc., Maghreb, Afrique. Et le mec qui s'occupait de ça m'a dit, j'ai envie que tu me travailles sur un objet qui est cette empreinte. Voilà, c'est ça.
exactement, et qui prennent le principe du buffet. Et moi, je me suis dit génial, parce qu'en plus, j'ai travaillé avec un chef 2 étoiles au guide Michelin, Fabrice Vulin, qui est un super copain et tout, et on a bossé ensemble. Et en fait, j'ai fait ces espèces de petits ramequins qui ont la caractéristique comme dans cette géométrie, quoi. C'est-à-dire de s'associer, et puis après, donc finalement, c'est comme une géométrie naturelle, hein, et organique, hein. Après, tu répètes l'objet, et ça te fait des grands buffets. Mais l'ingéniosité de l'objet, c'est que, si on regarde, c'est qu'en fait, donc ça s'empile, donc ça se range facilement. Toujours pareil, hein. Moi, je ne peux pas me limiter simplement à l'objet final en disant, regarde à quoi il ressemble. Très bien, mais ça... Après, on est plus dans l'art, c'est-à-dire on a moins de contraintes de réflexion sur l'ergonomie, la fonctionnalité. Je ne peux pas me dissocier de la fonctionnalité, de l'ergonomie de l'objet, de son mode de fabrication, etc. Et pareil, si vous regardez ce Zelifood, en fait, les 2 formes que vous avez sur les extrémités, c'est que vous avez un super maintien. C'est-à-dire que quand vous attrapez la petite assiette, vous ne mettez pas les doigts dans la sauce ou dans les aliments. Et après, l'élément central, c'est l'élément de la sauce. Et le mec, il avait fait, le chef, la Fabrice Vulin, il avait préparé un repas. On avait fait La Cuisine, qui est une association justement de valorisation, ce qu'on appelle le design food, donc sur le travail du design food, etc. Il nous avait invités en France et on avait fait un grand buffet, c'était super beau. Il avait travaillé sur des couleurs, sur des saveurs marocaines, etc. Il avait fait un truc exceptionnel. Et en fait, l'objet, comment il a été fait? Donc je l'ai conçu, je l'ai dessiné, j'en ai fait plusieurs versions. Et après, je l'ai imprimé en 3D avec une machine comme ça. Donc j'ai imprimé le gabarit, je suis allé voir un artisan à Marrakech qui fait de la céramique, et le mec il s'est servi de mon empreinte en impression 3D, comme ça on avait les dimensions, etc. Et bien sûr c'était dans une logique d'échange, c'est-à-dire que tiens Younes, regarde, tu vois là il y a trop de matière, il n'y a pas assez de matière, là quand je vais le mettre au four, ça, après on connaît, c'est-à-dire plus un objet est grand, plus il a des différences de matière. Quand vous le mettez au four, ça va péter à certains endroits parce que vous créez des zones de rupture, des zones d'épaisseur différentes. Donc c'est très complexe. On arrive sur des choses. Dès qu'on commence à mettre les mains dedans, vous vous rendez compte que c'est pas simple. C'est pas tiens, je vais faire de la céramque. C'est comment c'est fabriqué, pourquoi, comment ça marche, quels sont les différents matériaux, etc., etc. Et en fait, j'avais travaillé avec lui pour avoir cette homogénéité dans la matière, etc. Et on avait développé ça. Et après, il a fait l'empreinte, et après, il a fait les moules, et on l'a fabriqué en série. Et après, on s'est amusé à le détourner. On a fait de la peinture par-dessus traditionnelle, qu'on retrouve un petit peu à Fès, etc., où on a repris un peu cette géométrie. On a fait pas mal de choses là-dessus. Vous voyez ? Donc, je parle de ça pour vous montrer un petit peu les différents principes. Donc là, on a fait, c'est-à-dire là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai utilisé l'impression 3D pour faire le gabarit, pour travailler avec l'artisan, et pour après développer l'objet. Et là, ça c'est un projet que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis lancé dans un thème que j'ai conceptualisé, que j'ai appelé l'Indusana. Parce qu'en fait, il faut savoir que le design, c'est issu... Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du design, mais c'est fascinant si vous commencez à vous renseigner un petit peu là-dessus. C'est une création occidentale, de la révolution industrielle. Alors, il y a plusieurs théories dans l'histoire du design. Moi, je vous conseille le livre de Raymond Guido, qui est absolument extraordinaire sur la compréhension de l'histoire du design. Vous avez Alexandra Midal, qui a écrit un livre, qui est une théoricienne de l'histoire du design, qui est très intéressant. Je vous conseille de le lire aussi, parce que c'est très compliqué, parce que c'est lié à des périodes historiques qui sont un peu douloureuses. Et d'ailleurs, je l'explique. Vous voyez, les grippins. Ben, en fait, c'est des obus. C'est-à-dire qu'on avait, pendant la Première Guerre mondiale, on fabriquait des obus, on a standardisé la mort, tout simplement. Une fois que la guerre est terminée, qu'est-ce qu'on fait de cet outil de production? Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-faire? Eh bien, c'est exactement la même façon. C'est-à-dire, vous prenez un obus, vous mettez une résistance dedans, et vous avez un grippin. C'est de l'emboutissage, c'est exactement la même chose, c'est fabriqué de la même façon. Donc on transforme un outil de production qui est issu justement d'une période, etc., pour en créer des objets. Et aussi, je m'amuse à dire, la coccinelle, vous savez la coccinelle, la fameuse New Beetle, vous connaissez? C'est Ferdinand Porsche qui l'a dessinée. Et c'est un concept d'Adolf Hitler qui a travaillé sur ce principe-là. Alors, il y a des super bouquins qui ont été écrits dessus. En fait, il faut s'intéresser un peu, mais c'est absolument fascinant.
Et donc l'Indusana, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire le monde industriel qui est cette répétition, cette standardisation, et de l'autre côté, et là on arrive sur le sujet du truc, de l'autre côté, vous avez l'artisanat qui, lui, est cette pureté du geste, ce savoir-faire ancestral qui est d'une transmission de génération en génération. On est sur deux choses qui sont diamétralement opposées. Et d'ailleurs, souvent, moi, il y a souvent ce que je dis, c'est que quand le designer, on essaye de forcer le designer à travailler avec des artisans, je leur dis attention, parce qu'il ne faut surtout pas standardiser notre artisanat. Si on standardise notre artisanat, on le flingue complètement. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'excellence de ce savoir-faire artisanal et de cette transmission. C'est pas essayer de le modifier. Qui je suis moi pour redire que je vais inventer un objet que l'artisan va... Non. On expérimente ensemble. C'est-à-dire, là, on est dans le Bauhaus. C'est-à-dire, c'est l'expérimentation avec l'artisan dans la réflexion du nouveau. Mais c'est de l'expérimentation. Mais cet artisanat, c'est ce savoir-faire. Donc l'Indusana, c'était essayer de marier ces deux univers en faisant en sorte de laisser ces deux techniques dans leur champ de connaissances et d'expertise. Donc le verre à thé traditionnel, qui est fait tel qu'il est fait, qui est vraiment issu... Alors pareil, je me suis posé la question de ce verre à thé. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a cette forme? J'ai entendu 4 trucs différents. Moi, celui qui m'a plu, c'est qu'à l'époque, c'était vers Essaouira, il y avait des tables en plastique avec des trous. Et en fait, comme ils jouaient aux dames, ils tapaient, vous savez, avec les bouchons de bouteilles. Et ils tapent sur les trucs et ça renversait les verres de thé. Donc ils ont fait... Moi, c'était un truc qui me plaisait. Et une explication qu'on m'a racontée qui m'a beaucoup plu. Et ça renversait le verre de thé, donc ils ont fait ça pour que ça vienne directement dans les pieds de table et que ça tienne. Voilà, et voilà, c'est ce qu'on m'avait raconté. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, pareil, j'ai utilisé l'impression 3D, c'est que j'ai dit, on va pas toucher au verre à thé, on va pas réinventer ce verre à thé traditionnel, on le laisse tel qu'il est. Mais on a des systèmes de ce qu'on appelle du prototypage rapide, l'imprimante 3D, etc. Donc on va expérimenter, donc on est sur de l'artisanat, le prototypage rapide, c'est de l'artisanat, mais en utilisant des machines qui sont utilisées par les industriels. Parce que là, c'est de l'injection, hein, c'est-à-dire on a de la matière chauffée, on est sur du plastique. Alors là, pour vous donner une idée, par exemple, c'est du PLA, donc c'est du plastique à base d'amidon de maïs, donc 100% biodégradable, c'est ce qu'on appelle des bioplastiques, ce qui est encore plus intéressant. L'avantage de ces machines, c'est que 100% de la matière est utilisée. Vous n'avez pas de perte. Quand vous avez de l'injection, vous avez toujours du perte, parce que vous avez du débord, il faut les couper, et puis après, une fois que c'est foutu, c'est foutu. Hein. Quand on vous explique ça, c'est du PET, on vous dit que c'est recyclable, ouais, 60%. 60% de ce plastique est recyclable, pas plus. Oui, ce que je veux dire. Donc c'est pas si recyclable que ça. Là pour le coup c'est pas recyclable, mais c'est du bioplastique. Donc ça se désintègre et puis ça devient de la terre en fait. Et donc l'idée de cet objet-là, de Hazelkes, c'était travailler sur cette petite poignée qui vient améliorer l'ergonomie en fait du verre. C'est-à-dire que comme on imprime en 3D sa petite poignée, franchement. J'aurais pu la ramener avec moi, là, je suis bête, mais elle vient se clipser sur le truc. C'est vraiment hyper satisfaisant, comme ils disent, là, avec leur jouet. Là, vous savez, et clic, ça vient se mettre sur le verre. Et en fait, tu as ta petite poignée, tu ne te brûles pas les doigts. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet objet en prototypage rapide n'existe pas si le verre à thé n'existe pas. C'est-à-dire que tout seul, il ne sert à rien. Il n'a absolument aucun usage. Le verre à thé, tu peux t'en servir sans cette poignée. Donc cette poignée ne prend sens que lorsqu'il s'associe à cet objet artisanal. Il ne modifie pas l'objet artisanal, il le laisse tel qu'il est avec ce savoir-faire et ce travail-là, mais il vient améliorer, donner une possibilité dans l'ergonomie. Alors ce qui est génial avec l'impression 3D, c'est que vous pouvez imprimer effectivement du PLA, mais on peut imprimer des plastiques thermochromiques. Alors ça vous dit un truc, la thermochromie, ou pas du tout? Thermochromie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, dès que vous mettez votre poignée, le verre à thé est chaud, il va changer la couleur de la poignée. Donc, vous avez un indicateur visuel de la température de votre verre de thé. C'est-à-dire, si votre verre est froid, vous allez retrouver la couleur initiale de la poignée, donc sans avoir à toucher votre verre. Si par contre, la couleur a complètement changé, vous savez que votre verre est chaud. Donc là, on rajoute en utilisant ces nouvelles technologies, et vous avez en impression 3D, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que moi, j'ai imprimé du bois, hein. J'ai imprimé de la pierre, j'ai imprimé du graphite, on imprime du carbone. Alors là, c'est là où Francky va me taper derrière la tête en me disant « Oui, mais t'imprimes, mais
tu gardes pas l'aspect structurel du carbone, parce qu'en fait, la fibre de carbone, il peut l'expliquer plus que moi. Vas-y, hein. Tu vas travailler sur du carbone en plus. Plein de fois. Et alors, les caractéristiques du carbone, c'est... C'est plus résistant que l'acier, il faut juste savoir bien le mettre en œuvre. Et quoi te dire d'autre Ça s'injecte pas le carbone. Ah non, c'est clair. En fait, c'est comme la résine. C'est de la fibre de verre. Vous savez, c'est ce tissu, ce qu'on appelle de la fibre de verre. Et la résine, en fait, c'est juste le liant. Mais c'est cette fibre de verre avec ce tissage particulier qui vient lui donner une résistance. Mais le carbone, c'est encore plus dingue. Mais c'est un tissu, c'est une toile, c'est une bobine. Et en fait, les artisans, on pense que le carbone, c'est industriel, mais pas du tout. Les mecs qui manipulent le carbone, c'est des dingues. Parce qu'il n'y a aucune machine qui te permet de pouvoir savoir exactement comment tu positionnes la fibre de carbone. Tu as des mecs qui regardent l'objet que tu es en train de fabriquer et ils te disent, là, il me faut une feuille comme ça, une feuille comme ça. Et après, ils mettent le liant. Et les gars qui font les Formule 1, je suis un peu un dingue de Formule 1 là. En plus il y a la nouvelle saison qui va commencer, mais l'avant des Formule 1 là, les ailerons arrière, etc. Enfin c'est que du carbone. C'est des mecs, ils sculptent ça en atelier. Après ça passe dans des étuves, etc. Mais moi j'aimerais bien rencontrer les mecs qui travaillent. C'est pas du tout fait à la machine. C'est des gars, ils sont là ils ont leur atelier, ils mettent leur tissu, ils posent leur liant, etc. Ça en atelier et il faut suivre la forme. Ah, il faut suivre la forme. Et c'est tes heures d'atelier qui vont t'apprendre, une fois que tu l'as pensé, que la forme, elle veut aller là. Donc les trames du tissu doivent suivre la forme pour la résistance. Exactement. Et à part des heures d'atelier, il n'y a rien d'autre qui va te l'apprendre. Exactement. Il n'y a rien d'autre. C'est quand tu l'as poncé et que ta main elle a suivi la forme, que tu sais quelle est la forme de l'objet. Alors ça, c'est aussi un objet que j'ai fait en impression 3D. En fait, c'était pour Hallmarcom et Sidi Ali. En fait, c'est une bouteille que vous vissez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un soliflore. Mais en fait, tu as la bouteille en plastique qui vient se visser, on la voit un petit peu à l'intérieur, là, qui vient se visser à l'intérieur de cette structure. Et en fait, vous avez l'eau et vous avez la fleur qui est en fait dans la bouteille. Mais vous avez cet objet en impression 3D. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire en impression 3D. Alors là, moi, j'étais un peu dingue parce que là, on commence à arriver sur des logiciels qui permettent de faire du génératif. Donc là, on commence à rentrer dans des algorithmes, et là, on rentre dans le fameux design non standard. C'est passionnant, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est lié. Le Fab Lab, l'impression 3D, le prototypage rapide, on arrive au design non standard. Et en fait, la boucle est bouclée, parce que le design non standard, parce qu'on sort de cette standardisation et de systématisme de la production industrielle pour entrer dans l'objet artisanal fabriqué industriellement. Parce que le non-standard, c'est pour ça que moi, il y a une aberration. Quand tu as un peu de connaissances dans les techniques de fabrication, quand on vient me dire, oui, mais regarde, je lui ai demandé de me faire 10 fois ce plateau et c'est pas la même forme. Les industriels dépensent des millions d'euros, des milliards, des millions de dirhams pour arriver à faire du non-standard dans des objets standardisés. C'est vraiment, on parle d'éco-conception, éco-design. Moi, ça faisait 20 ans qu'on entendait parler de ça, mais c'est complètement dépassé parce que maintenant, il n'y a plus aucun objet qui est fabriqué, qui est pensé, qui n'inclut pas les problématiques écologiques. Plus aucun. Tous. Il n'y a aucun industriel dans le monde qui n'y pense pas. Parce que s'il se fait épingler avec un produit dégueulasse, il est grillé. Donc maintenant, c'est acquis. Mais la notion du non-standard, c'est quelque chose qui est une vraie problématique. Et ça, on arrive dans le prototypage rapide, et ça fait... Alors, tiens, c'est rigolo, hein, pour l'histoire de l'impression 3D, c'est un Français qui a créé l'impression 3D par dépôt de matière, ce qu'on appelle du FDM, c'est cette technologie-là. C'est un Français qui a travaillé ça dans les années 80. Pareil, je me suis intéressé parce qu'il faut savoir ça. Qui a travaillé ça dans les années 80. Et il travaillait ça parce qu'il bossait dans une boîte chez un industriel français. Alors, tu vas voir un peu l'ironie du sort. Et ils ont déposé le brevet. Ça dure 10 ans. Un brevet international, ça dure 10 ans. Un nouveau chef d'entreprise a remplacé l'ancien et il a trouvé que cette technologie n'avait aucun sens. Donc il n'a pas renouvelé le brevet. Le jour où le brevet est tombé, les Américains l'ont racheté. C'est Stratasys. Et maintenant, c'est une propriété américaine. Et maintenant, ça fait 20 ans que c'est bouclé, et c'est pour ça que les impressions 3D, ils ont trouvé le système à faire des imprimantes 3D qui ne sont pas
enclosure, c'est-à-dire qui ne sont pas fermés, parce que le brevet inclut, parce qu'en fait, on a... je vous explique ou pas? C'est intéressant là ce que je dis, non? Ouais, c'est cool, parce qu'il faut m'arrêter, comme je suis un dingue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière, elle vit. Ça, c'est du PLA, c'est une matière vivante. Le plastique est une matière vivante, c'est pas une matière morte. On l'imagine comme une matière morte, mais pas du tout. Elle réagit à la température, elle réagit à la pression atmosphérique, elle réagit à l'humidité. Donc là, on a un gros problème, c'est qu'on ne maîtrise pas ces paramètres-là. Donc, on a une imprimante 3D qui est complètement ouverte, qui imprime un objet, et on n'arrive pas à maintenir ça. Donc, plus on imprime un objet, c'est-à-dire que si tu imprimes ça, tu vois, il n'y a pas de souci, ça va. Mais si tu imprimes un gros objet, surtout que ça, allez, là, on est sur du 0,2 microns, ça met quoi? Ça met 1h30, 2 heures à imprimer ça. D'accord? Parce que là, ils l'ont imprimé vraiment fin, mais moi, il ne faut pas. Il faut imprimer à 0,4. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin dans la définition de l'objet. Tu vois. Mais si tu veux imprimer un gros objet, moi, par exemple, celui-là, c'est 36 heures d'impression. Bon, le truc, il est comme ça. C'est 36 heures d'impression. Le problème, c'est que tu imprimes la journée. Tu es à Marrakech, tu es chez toi au bureau, tu as mis la clim, il fait 25 degrés. Le soir, tu fermes ton bureau, tu éteins la clim. Le lendemain matin, tu arrives, la dilatation de la matière entre le début de l'impression et le milieu de l'impression a complètement changé. Donc ta matière s'est déformée, elle s'est dilatée, elle a bougé. Et en fait, Stratasys a le brevet de l'impression 3D enfermée dans une boîte où ils maintiennent la température, l'humidité, etc. dans la boîte. C'est pour ça que toutes les imprimantes 3D grand public sont ouvertes. Mais ce qui t'empêche finalement d'imprimer des gros objets. Alors, sauf en céramique ou en béton. Et là, on arrive sur les maisons imprimées en 3D. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'avenir de l'architecture ou pas? Mais c'est nul. Mais non, c'est nul. Parce qu'en fait, le problème de l'impression 3D... Alors là, tu vois, on arrive sur un truc, je fais une vidéo... Non, mais c'est passionnant. L'impression 3D, le problème... Non. Alors déjà, tu utilises 100% de béton. D'accord? Tu utilises 100% de béton. Les mecs avec leur madrier, quand ils viennent avec leur madrier, qui font leurs poutres et leurs poteaux, le béton, c'est dégueulasse. Le béton, c'est pas écologique, c'est lourd, ça a des problématiques structurelles qu'on a du mal à gérer, parce que c'est aussi une matière vivante. C'est pour ça que tu poses des briques au milieu. Et tu poses des briques avec justement cette logique thermique, parce que le béton, il n'y a pas plus gros conducteur que le béton. Tu sais que normalement, dans les maisons écologiques, tu entoures tes poteaux en béton par de la briquette ou par des éléments qui vont isoler tes trucs. Parce que sinon, tu perds l'isolation. Donc, tu as des gens, moi j'ai vu ça, hein, tu sais, ils dépensent des fortunes dans des cadres en aluminium pour des verres à rupture à pont thermique qui fixent sur leur béton, ils ont leur briquette à côté. Mais en fait, entre ton truc en verre, là, je sais comment ça s'appelle, Entre le châssis et le béton, ça fait un pont thermique, donc tout est perdu. Donc tout est perdu. C'est-à-dire que tu as dépensé 300 000 dirhams pour rien. Donc imprimer une maison en béton, déjà, tu ne peux pas avoir le même type de béton. Tu es obligé d'avoir un béton particulier. Si tu regardes bien, je te tutoie, si tu regardes bien, les maisons en béton n'ont pas d'étage. Parce que structurellement, ça ne peut pas supporter un étage supplémentaire. Non, parce qu'en fait, tu dois calibrer ta machine. Alors c'est là où on arrive à la machine. La machine, elle est bête. Ces machines-là, elles sont bêtes. C'est pour ça qu'en fait, il faut revenir. L'intelligence, il est dans l'homme, il n'est pas dans la machine. Tu vois? Et c'est là où on en revient. C'est pour ça que j'ai tanné Franck pour qu'il vienne, parce que lui, c'est le garant de cette... Ouais. Au moins, il y a des témoins. Parce que c'est vraiment... En fait, c'est pour ça, parce que je vois toutes les machines là. Les machines, c'est pas la solution à chaque fois. Les machines nous aident. Mais il faut comprendre le système de chaque machine pour l'utiliser correctement. Parce que ceux qui achètent les machines laser, enfin moi j'ai une machine laser qui est un peu plus grande, 10 fois plus grande. Si c'est pour faire le mouche à rabier, on appuie sur play, ça fait du mouche à rabier, ok, c'est bien beau. Mais pour l'utiliser, il faut déjà comprendre comment ça marche. Et d'avoir la machine, il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai la machine, c'est la solution. Non, c'est pas une solution. Ça nous aide, ça nous rend service, mais c'est pas les solutions. Il faut comprendre comment ça marche, et justement pour aller plus loin que faire le mouche à rabier, on appuie sur play et de machin. Quand j'ai acheté ma machine, on m'a dit, surtout, tu découperas jamais plus du 15 mm. Ouais, d'accord, je découpe du 30. Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi comment ça marche.
Ils n'ont jamais réfléchi comment ça marche. Même là, c'est exactement le même principe, mais en beaucoup plus grand. Ils pensent que de mettre à fond le laser, ça marche. Alors après, je ne vais pas embêter avec les problèmes techniques d'expliquer, mais ça donne un exemple. Oui, bien sûr, au contraire. Le laser, il fait 4 microns. Et quand on le met... Donc les gens pensent, pour creuser profond, je vais mettre à fond. Comme d'habitude, lutter contre la nature. Ben non, je le mets à fond, il fait 4 microns. Mais par contre, quand je le mets plus faible, il en fait plus que 3 microns. Et encore plus faible, il en fait plus que 2. Donc pour couper du vin, je passe une fois à fond. Ça me fait une grosse ouverture de 4 microns. Et après, la logique, je vais mettre encore plus fort pour aller au fond. Ben non, c'est plus gros. Je veux descendre au fond de la fente. Je vais le mettre plus faible. Maintenant, je vais creuser au fond, à 2 microns. Et encore plus bas, je vais creuser au fond. Et bien ça y est, j'ai coupé du vin. Alors que le vendeur m'a dit, j'en ai vendu des milliers dans le monde entier, ça peut pas. Ben, voilà. Ça, pour tout, je peux vous sortir 1000 exemples de machins. C'est à chaque fois pareil. Pour tout. Pour tout, tout est comme ça. Donc les machines, c'est bien, il faut bien les comprendre. Voilà, il faut bien les comprendre. Il faut les comprendre, savoir exactement comment ça marche. C'est le calibrage de la machine. Donc je reviens, c'est exactement ce que je disais, la machine est bête. En fait, le problème, c'est que ton abscisse, ton ordonnée, donc X, Y, Z, doivent être absolument parfaits. Donc ce que tu fais déjà, la première chose, c'est que tu es obligé de faire une dalle parfaite. C'est-à-dire entre le point initial et le point et l'extrémité inverse, tu dois avoir 0, 0, 0. Parce que si tu as une différence, ta machine ne va pas le comprendre. Et elle va te faire une baraque qui est complètement penchée. Donc la calibration de la machine, les gens, tu peux passer 1 mois à calibrer ta machine avant de lancer l'impression. Une fois que tu as calibré ta machine, tu imprimes. D'accord ? Tu le sors ton truc. Mais dans un milieu extérieur, là c'est déjà relativement contenu et on a des problèmes. Donc dans un milieu extérieur, on a tellement de problèmes dans la calibration de la machine qu'en fait tu consommes beaucoup plus d'énergie, tu perds beaucoup plus de temps que dans la fabrication même de la maison. Ça c'est la première chose à savoir. Après, toi, on te montre que quand la machine est calibrée, dans un endroit parfaitement maîtrisé, d'ailleurs, c'est souvent à côté, tu as l'usine qui fait le béton et tu as la machine qui est à côté. Mais si tu commences à te renseigner sur le mec, combien il a passé de temps pour calibrer la machine, c'est phénoménal. D'accord ? Et après, une fois disons que tu as calibré la machine, on a un problème de matière parce que le dépôt de matière, le problème de la dépôt de matière, c'est que tu casses la structure moléculaire de la matière que tu imprimes. Tu la défonces. Par exemple, quand tu fais un poteau en béton et que tu as ton mec avec tes madriers, il arrive, il coule le béton, enfin il fait tourner son béton, il coule le béton. Donc déjà, tu as une homogénéité dans la matière que tu coules. D'accord ? Puis après, tu viens vibrer ton béton. Donc tu viens encore plus lui donner cette homogénéité. Donc une fois que tu as démoulé, c'est parfait. Là, c'est par couche. Donc l'adhésion entre la couche inférieure et la couche supérieure reste très approximative. Donc sur le plan structurel, tu n'as pas de solidité, tu n'as aucune solidité. Donc en fait, quand tu commences à rentrer dans les contraintes, des petits objets en plastique, comme par exemple celui-là ou d'autres, où on arrive sur du mobilier, là j'ai vu qu'il y a une boîte, je crois qu'aussi belge, allemande, je ne sais pas trop. Alors là c'est sur des bras qui coûtent un peu cher, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, t'as vu, je fais parce que je fais des vidéos, je les appelle mes bricolos, et pendant 10-15 minutes, je parle de sujets comme ça. Et j'ai fait une vidéo sur l'impression 3D pour les maisons. Et les mecs, ils ont inventé des mobiliers où ils récupèrent du plastique, donc le plastique dans les mers, en fait, ils les récupèrent, ils en font des copeaux, enfin bon, tout un machin, et ils te font un mobilier de jardin et de plage. Et ça devient intéressant. Là, dans le mobilier, ça devient plus intéressant de travailler l'impression 3D, par exemple. Mais après, c'est une question de taille. Toujours pareil, dans cette déformation de la matière, on a une problématique de taille. Mais on arrive sur ces nouvelles technologies qui te permettent de développer des objets. Mais encore une fois, je reviens à ce qu'il a dit, c'est la connaissance de l'objet, de la matière, du matériau qu'on imprime, et de l'objet que tu vas imprimer. Et après, tu dessines et tu expérimentes. Le meilleur moyen de faire, c'est d'en faire, d'expérimenter, de tester, de voir, de regarder, d'adapter, etc. Voilà. Bon, je pourrais continuer des heures comme ça, mais après, si vous avez des questions et des trucs, allez-y, quoi, profitez-en. Je ne sais pas, parce que j'ai tellement plein d'autres projets que je pourrais vous expliquer, mais vous avez ça sur mon site internet. Maintenant, tiens, il y a cette montre aussi où j'avais fait ce motif, parce que le temps, etc., c'est imprimé en 3D, ça. C'est imprimé en 3D, c'est ce qu'on appelle du SLA, c'est-à-dire c'est un laser. Alors là, il y a toute une histoire aussi. Je me suis éclaté, j'ai fait ça. Elle existe, hein, elle est... En plus, c'est un mouvement mécanique automatique. Je suis allé sur les vieux mouvements à balancier et tout. C'est toute une histoire.
Et c'est pareil, je peux vous raconter pourquoi le motif géométrique islamique, parce que c'est le temps, la répétition du temps, l'infini. Mais sur le plan symbolique. C'est-à-dire, si on rentre dans le symbolique du motif géométrique, c'est absolument fascinant. Et quoi de mieux que le motif géométrique islamique pour représenter le temps? Parce que c'est dans la genèse même de cette logique géométrique, on est dans le temps de la répétition, du Inch'Allah, etc., du Mektoub et tout ça. On est complètement dedans. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que on le voit un petit peu, c'est que l'inscription, ce qu'on appelle le dial ring, c'est-à-dire l'inscription du temps, les 12 inscriptions du temps, se trouvent sous le motif. Parce qu'en fait, le temps n'a pas la même emprise dans notre civilisation, dans notre culture, que dans la culture occidentale. Alors là, on rentre dans un truc, c'est le concept, parce qu'en fait, ce que j'ai montré, ça c'est un concept que j'ai développé déjà à l'époque, parce que je disais, en tant que créateur, on est basé sur un rapport au temps, c'est-à-dire l'espace-temps. Et j'explique que dans notre civilisation, dans notre tradition marocaine, hein, on est basé sur l'espace-relation. C'est-à-dire, je donne souvent cet exemple, quand on est dans un souk, c'est pas à quelle vitesse tu vas trouver les différents endroits où tu vas pouvoir acheter cette matière, c'est qui va te la vendre. Donc si tu demandes à un vendeur, il va dire « Ah ouais, c'est Hassan du truc, qui va voir Eda, il va te dire nanana. » Donc c'est la relation qui définit l'espace et non pas le temps. Et si on commence à intégrer ça sur le plan conceptuel, dans son processus créatif, en fait, on change complètement paradigme. Et il y a un truc que j'ai développé, et déjà à l'ENSI, je me faisais taper sur les doigts, j'avais 25 balais. Hein. Je disais, t'as vu, je disais, mec, mais parce que tu sais, je disais en fait, le design prospectif, c'est-à-dire penser les objets de demain, n'a aucun sens. Il faut constater le réel et on innove en constatant le réel. Et je donne cet exemple en disant, les parapluies, quand tu es dans un souk, ils n'apparaissent que quand il pleut. Quand il pleut pas, t'as pas de parapluie. Les gammes, t'arrives pas chez Hedek, je sais pas moi, Moulay, je sais pas quoi, qui vend les trucs, et tu lui dis, c'est quoi la saison printemps-été? Le mec il dit, mais non, mais on est en hiver, de quoi tu me parles? C'est-à-dire, il n'y a pas de gamme saisonnière. L'instant définit le produit que tu vas utiliser. Et c'est fascinant quand tu es designer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous allez me prendre pour un dingue, mais c'est fascinant. Et quand on se questionne sur ces thématiques-là, c'est l'éclate absolue. Moi, je suis tout seul dans mon atelier où des fois avec lui, je fais « Mais non, non !» parce que tu tripes sur des trucs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, lui, dans la matière, alors on a fait... À Rabat, on a travaillé ensemble, j'ai fait la scénographie de la dernière exposition sur la ville de Sigil Massa à Bank El Marleb, juste à côté. J'ai travaillé là-dessus et on a bossé ensemble, c'est lui qui l'a fabriqué. Et t'as vu, bam, je lui remets un coup. Et non mais des fois quand je l'énerve, il est pareil, hein, t'inquiète. Hein. Vas-y. Elle y est toujours, elle finit en mai, ouais. Et ça a été une aventure. Ça a été une aventure parce que... Et là, j'explique un dernier truc pour tous les créateurs, là, les jeunes créateurs qui m'écoutent ou moins jeunes, on s'en fout, mais la création, c'est pas une science. La création n'est pas une science, c'est une conviction. D'accord? Après, on développe des systèmes, c'est-à-dire on réfléchit sur ce qu'on explique là, c'est-à-dire on réfléchit sur ce qu'on crée, mais ça vient d'une conviction. L'innovation est une science. La création est une conviction. Et il faut avoir des gens qui sont convaincus par ce que vous faites. Moi, souvent, les clients que j'ai eus, quand le client il est convaincu parce que il ne sait pas ce que tu fais. Parce qu'on ne sait pas, c'est de l'imagination. Il ne comprend pas, tu as beau lui faire des 3D, des trucs. Il dit, ah ouais, tu crois que ça va marcher? J'en sais rien, on verra. Mais il te dit, je crois en toi, mec. Vas-y. Et ça, c'est quand tu as un chef d'entreprise qui est capable de croire en toi. Bien sûr, tu as des garanties, tu ne vas pas te balader n'importe où, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Mais un chef d'entreprise qui croit en toi, tu peux. Et c'est pareil, c'est une conviction. Moi, Franck, je lui dis, attends, j'ai un délire, mais ça va te faire flipper. Quand on a fait pour l'exposition, c'était des grandes structures parce que je voulais représenter cette idée de transparence, de l'histoire du Maroc qu'on connaît mal, qu'on a besoin de connaître, etc., avec des toiles tendues. Je dis, écoute, j'ai envie de faire ça comme ça. Il ne m'a pas dit non, c'est pas possible. Il m'a dit on va trouver la solution. Alors, parce qu'il croit en moi et je crois en lui. Donc à un moment donné, on se serre les coudes ensemble et on essaie de trouver la solution. Voilà.
Hein, t'es d'accord? Il y a toujours des solutions. Avec ça. Oui, c'est... Mais en fait, il suffit de le bosser, on regarde un peu, il faut être curieux pour regarder comment c'est fait, mais il y a toujours cet aspect-là. La maîtrise des outils, c'est le meilleur moyen de pouvoir créer et innover. Mais la création est une conviction, et il faut pouvoir s'entourer de gens, ou en tout cas être suffisamment convaincu soi-même, pour faire et expérimenter. Et souvent, il y a des jeunes créateurs qui me disent « Ouais, mais moi, je ne sais pas commencer, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Ma réponse est toujours la même. Fais. Fonce. Fais. Produis. Fabrique. Tu n'as besoin de personne ni de rien. Une machine comme ça, là, c'est, je crois, 2000, 3000 dirhams. Ouais, 2800, 3000. Voilà, c'est 3000 dirhams. Tu économises, tu demandes à ta famille. Il ne faut pas croire que les machines sont la solution. À l'atelier, des fois, Vas-y. C'était pas pour toi, c'était pour une autre chose. Je viens à l'atelier, il y a mon chef d'atelier, et tiens, on vient de décrocher ça, je vais rien acheter, tu vas faire ce qu'il y a. Et il me dit, non, c'est pas possible. D'accord, mais je vais rien acheter, tu vas faire ce qu'il y a. Et bien à chaque fois, il le fait. Comme quoi, c'est possible. À chaque fois, on trouve la solution, parce que d'avoir trop, il faut bien se mettre dans la tête, ça c'est une certitude. Trop de confort tue l'imagination. S'il y a l'outil pour tout faire, bah, on n'y réfléchit pas, bah, on le fait avec ça. Trop de confort tue l'imagination à chaque fois. Et d'avoir les machines pour tout, ça empêche de réfléchir. Quand on manque de choses, on réfléchit 10 fois plus. À chaque fois. Et moi, comme j'ai dit au début, je suis allé dans 39 pays. Il y a des pays où on n'a rien, et on réussit à faire quand même. Alors que ici, on me dit de le faire, je vais dire, bah non, c'est pas possible, j'ai pas ce qu'il faut. Et pourtant, on arrive quand même à le faire. Moi, c'est possible. Donc, trop de confort tue l'imagination. Au Maroc, on a une chance extraordinaire, c'est les propriétés intellectuelles. On a une chance extraordinaire, et moi je le dis à chaque fois, d'abord parce que on a un roi qui est beaucoup sur la valorisation de l'innovation et de la création. Moi j'ai repris tous ses discours depuis 2012 et j'ai noté toutes les phrases où il parle d'innovation et de création, c'est fascinant. Donc on a de la chance d'avoir quelqu'un qui pousse à ça et qui donc sensibilise les entreprises à croire, conviction encore toujours pareil, à croire en l'innovation. Donc il faut aussi se donner les moyens de... C'est une réalité marocaine en plus de ça. Non, mais vraiment c'est très intéressant. Et il a vraiment fait en sorte que l'Homme Peak protège vos créations. Vous allez sur le site de l'Homme Peak, vous pouvez protéger votre création directement sur le site. Vous appelez quelqu'un de l'Homme Peak, il va vous expliquer comment ça fonctionne pour protéger votre création. Alors, il y a deux choses, puisqu'on me pose la question. Il y a le dépôt de brevet et le dépôt de modèle de dessin ou de dessin industriel. Le dépôt de brevet, c'est compliqué, parce que le dépôt de brevet, c'est une création, c'est souvent scientifique, c'est souvent technologique. C'est-à-dire, vous avez innové sur un principe scientifique ou sur technologique, vous le brevetez. Mais par exemple, l'impression 3D a été brevetée parce qu'il y a une innovation technologique, scientifique, etc. Un objet comme celui-là ne peut pas être breveté. Un objet comme celui-là ne peut pas être breveté non plus. Par contre, on fait de ce qu'on appelle un dépôt de dessin industriel. Donc vous avez deux façons. Le dépôt se fait très facilement, il ne coûte pas cher. C'est une antériorité. C'est-à-dire vous prouvez qu'à telle date, vous avez fait cette création et vous êtes le premier. Maintenant, c'est très difficilement. C'est-à-dire vous pouvez arriver dans un tribunal, on vous a copié. Vous pouvez arriver très facilement en disant... regardez, on a copié cette création-là, mais si l'autre l'a fait un petit peu différent et pas tout à fait de la même façon, c'est à interprétation du juge. Donc en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est difficile, on se protège difficilement de ces créations par le style. Plus on rajoute d'innovation, plus... Voilà. Maintenant, l'astuce, et ne croyez pas que c'est si compliqué que ça, c'est que vous faites une création et vous la balancez aux médias. Site internet, magazine, il ne faut pas croire, hein, déco actuelle, architecture du Maroc, vous envoyez vos projets. Ils sont toujours contents de publier vos créations. Il ne faut pas croire, hein, moi si je suis publié, c'est parce que j'envoie mes créations. Là, la scénographie que j'ai faite pour Banque Al Marleb, il n'y a aucun média qui m'a contacté pour me dire, ils en ont entendu parler. Après, avec une certaine notoriété, c'est vrai que les mecs te disent, ah, j'ai entendu parler que tu faisais ça. Mais moi, j'envoie mes créas, et les mecs, ils publient, à dire, tiens, c'est intéressant, t'envoies de belles images, des trucs bossés, voilà. Et une fois que c'est publié dans un magazine ou que c'est publié sur un site internet, vous avez une antériorité, vous avez une date. Le meilleur moyen de protéger sa création, c'est de la rendre publique.
quand elle n'a pas d'innovation technique. Parce que si vous avez une innovation technique, vous perdez le brevet, si vous la communiquez. C'est pour ça que moi, le tricycle Bellec, j'avais une innovation technique, mais le fait de l'avoir présenté à mon diplôme a cassé le brevet. Je ne pouvais plus le breveter. Parce que je l'ai présenté à un diplôme. Donc il faut le garder en secret, déposer le brevet qui va être consulté, étudié, et s'il est accepté, vous pouvez communiquer dessus. C'est un principe qui est différent. Alors là, moi, je suis pas avocat en propriété intellectuelle. Hein. En fait, c'est une association de technologies. Et moi, c'était le principe du cric de voiture soudé avec la façon dont je l'avais assemblé. Et avec tous ces systèmes de machin. En lui-même, le tricycle pouvait être breveté. On peut être souvent dépassé par l'outil parce qu'on voit tous ces outils, on se dit ouais mais alors j'ai une possibilité de faire plein de choses, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Et la question qui doit être posée, c'est te dire qu'est-ce que tu veux faire. Après tu vas trouver l'outil qui permet de le faire, mais quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je rebondissais sur la question sur la machine laser et pulpe de bois là où oui, on peut parler et de la pulpe et de la machine, mais le but c'est pour faire quoi? Parce que on adapte selon, parce que effectivement le dépôt là des machines laser et tout, à chaque fois on va avoir le problème du lion. À chaque fois, donc c'est adapté pour ça, nickel. Pour une maison, pour le reste, c'est joli, ça leur fait plaisir, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Voilà. C'est-à-dire pour du métal. Oui, tu peux imprimer du métal, mais pareil, tu as toujours le même problème moléculaire de dépôt de matière. Donc tu n'as aucune solidité structurelle. Tu veux faire un pignon ou un bras qui se tient, pam, ça pète. C'est pour ça que... Non, mais voilà. C'est le lion. C'est le lion à chaque fois. Et le temps que la machine fasse le tour et tout ça, ils ont beau nous raconter tout ce qu'ils veulent. À la fin, pas une homogénéité. C'est joli, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça que l'injection, c'est l'idéal. Parce qu'en plus, là, tu as injecté une matière pour faire la bobine, que tu vas réchauffer une deuxième fois pour extruder Donc, tu as deux phases de chauffe. Donc tu perds complètement même la qualité structurelle de ta matière. Ça devient une matière qui pète en fait. C'est pas solide du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut s'intéresser un petit peu. Faut pas croire que c'est complexe, mais il faut comprendre. Et comprendre par rapport à l'objet. Ici, ils utilisaient mal la résine parce qu'ils ont dû apprendre ceux qui ont été en Europe, mais c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes résines, c'est pas les mêmes choses, et on le met pas en œuvre. C'est les mêmes matériaux, mais qui ne se mettent pas du tout en œuvre là-bas que ici. Pas du tout. Et donc le lion ne se fait pas. Et donc au bout d'un certain temps, parce que sinon ici il y aura un marché de fou avec le mobilier extérieur, parce qu'il n'y a rien qui tient avec le soleil. Ouais. Pourtant il n'y a pas. Ou les gens sont déçus. Ah oui, ça craquelle, ça jaunit, ça machin. Mais par contre les bateaux qu'on fabrique, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'eau salée et tout, et eux on ne sait pas quoi en foutre, on n'arrive pas à les détruire. Il y a un truc qui ne va pas quand même. C'est parce qu'elle est mal mise en œuvre, tout simplement. Et c'est à chaque fois quoi le problème? Le lion. Le lion. Et ça, c'est des trucs toujours... Alors, moi, la méthode que je vous dirais, c'est... Ça dépend de... On peut l'avoir de deux façons différentes. Soit vous partez d'une machine et vous dites, tiens, moi, cette machine me questionne, j'ai envie de comprendre comment elle est faite. Et donc, après, vous étudiez un peu le principe, vous le regardez fonctionner, vous voyez ce que vous pouvez faire avec, etc., etc. Et puis après, une fois que vous avez compris le fonctionnement de la machine, très vite, vous passez à un dessin, à un objet. Et vous commencez à dessiner. Alors, vous allez être frustré parce que vous allez commencer à dessiner un truc et vous allez rendre que vous ne pouvez pas le fabriquer comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le fabriquer. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Si la machine ne me permet pas de le fabriquer comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à le fabriquer? Mais très vite, dès que vous arrivez avec un objet que vous avez dessiné, même un petit bricolo, un petit truc, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant parce que vous essayez de solutionner, de trouver. Mais combien de fois, moi, ça m'est arrivé? Vous savez, tiens, la poignée de mon verre à thé. Vous savez combien j'en ai imprimé avant d'arriver à cette poignée qui soit nickel? Je l'ai modélisé, il faudrait que je vous montre le fichier. J'en ai imprimé une centaine, 150, 200. Parce que ça pétait à ce niveau-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, la matière, elle se ramollissait avec la chaleur du thé. Donc en fait, j'ai créé, si tu regardes derrière, tu vois ça? Parce qu'en fait, ça permettait de diffuser la température, c'est-à-dire c'est un radiateur. Donc j'ai diffusé la température en structurant mon objet. Mais ça, franchement, ça m'a pris, il y a peut-être 60 heures, 70 heures de développement, rien que pour ça.
Donc faut pas croire, hein, c'est pas un truc ah oui boum bam ding dung dung. Non non non, pas du tout. Hein, c'est des heures et des heures et des heures. Et t'as ton truc qui pète et tu dis attends non alors là attends je structure je souviens. Ouais mais ça marche très bien. Tu prends moi j'ai des Lego. Hein. Des fois je fais avec des Lego. Quand je vais voir Franck et qu'il me dit ouais je comprends pas ton truc, bah tu prends du papier, tu prends du carton, tu tailles, tu fais le truc, tu dis regarde. Voilà, c'est de... Ouais, mais en fait, on s'en fout, ce sont des outils de la création. Moi, c'est ce que je dis, je me bats, vous savez, j'ai plein de stagiaires qui débarquent dans mon atelier, dans mon agence de design, et les stagiaires, ils me disent, ouais, ils nous empêchent de travailler la 3D, l'outil informatique, ils nous obligent à faire du dessin. Mais on s'en fout, c'est des outils de la création. Si l'aquarelle, tu maîtrises suffisamment bien l'aquarelle, et ça permet d'exprimer ton idée, tant mieux. Mais si c'est une paire de ciseaux et du papier, ou si c'est un logiciel 3D, pas de problème. Là où je rejoins Franck, c'est attention, tu utilises ces outils de la création. Fais attention à ce que ces outils de la création ne t'utilisent pas. Parce que souvent, avec le problème de l'outil informatique, c'est que tu vas, comme la 3D, tu as une façon de modéliser ton objet qui est très particulière. Si tu commences à penser ton objet en fonction de la façon dont des limites de ton logiciel, c'est mort. C'est pas que le logiciel, c'est pour tout. Ou la machine. C'est pour tout. C'est pour tout. Chaque fois, ah, mais ça, j'ai cette idée-là, je peux pas le faire, il me manque ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. J'affirme à 100% que c'est pas vrai, il manque rien. Il manque rien. Si on a envie de le faire, on va le faire avec. Mais par contre, il faut le bosser. Il faut le bosser. Et par exemple, je donne un exemple et vous irez le voir puisqu'on est à Rabat et que vous pouvez aller à l'exposition là, de Banque Al-Maghreb. On a des grandes structures métalliques avec des toiles tendues. Et je ne voulais pas qu'on voit la structure derrière. Je voulais qu'on voit juste les palmiers qui sont accrochés, etc. Le problème du tissu, et d'ailleurs il me l'a dit tout de suite, il m'a dit c'est que ton tissu, il va choisir le chemin le plus court. C'est-à-dire que ta 3D, ton tissu, il est comme ça, il est parfait. Mais le problème, c'est que dès qu'il est tendu, il va choisir le chemin le plus court, donc il va ce qu'il a appelé le ventre, c'est-à-dire soit il va se creuser, soit il va gondoler dans le sens où la matière va choisir le chemin le plus court. Et là, on a réfléchi, et je lui dis on va mettre du cellophane. Et en fait, on a mis du cellophane derrière qui permet de maintenir le tissu. Et ça marche super bien. Et le cellophane crée une optique qui est magnifique. Et on a tripé dessus, moi je m'en souviens, quand on a testé, vas-y, tu peux raconter. On s'est rendu compte que le cellophane tout bête et tout nous répond à la problématique. Et c'était possible, on avait imaginé au départ des choses qui coûtent très cher, cellophane. Ça tient. Ouais. Et si tu touches le tissu, tu vas voir le tissu, il est parfaitement aligné avec la structure métallique. Et si tu touches le tissu, c'est du cellophane derrière. J'ai fait Sciences Éco pour faire plaisir à mes parents. Et non, c'est vraiment par hasard. Si ça t'intéresse, je t'explique, mais je suis allé. Ma mère travaillait était comptable d'une agence d'événementiel. Je passe la voir, elle dit là il y a un événement. Je vais sur cet événement qui était à l'époque le Trophée Clairefontaine. L'événement dure une semaine. Il y a beaucoup de construction. Je rencontre le patron, il me dit qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis c'est bien, mais ton équipe, ce qu'ils font en un mois, là, je te le fais en 15 jours. Hein. Parce que c'est vraiment des branquignoles. Voilà. C'est pour ça qu'il mérite des... le mec s'est pas dégonflé, il m'a dit ok, vas-y. Moi, je ne l'ai pas fait en 15 jours, je l'ai fait en 10 jours. Là, il y avait le PDG de Total Final, à l'époque Thierry Desmarais, qui était invité, qui m'a vu, il m'a dit là, c'est qui lui? Il m'a dit viens. Et après je me suis occupé à faire de l'événementiel autour de tous les événements de Total. Mais ce qui veut dire le Paris-Dakar, le machin. J'ai fait 14 fois le Paris-Dakar parce qu'autour du Paris-Dakar il y a beaucoup de choses que les gens n'entendent absolument pas parler. Et donc trouver des solutions à leur demande partout dans le monde. Rien à voir. C'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on s'est rejoints, c'est pour ça qu'on bosse ensemble. Non, mais c'est vraiment un état d'esprit et je sais, mais ceux qui sont pas convaincus, venez à l'atelier, je vous le prouve en live. Ce que je veux le faire. Donc, je sais pas, j'ai ni l'argent, j'ai pas la matière. Non, on s'en fout, je veux le faire. Donc, trouve la solution. Ok, j'ai pas la matière. Trouve la matière. J'ai pas l'argent pour acheter cette matière. Parce qu'au départ, quand on commence, c'est souvent ça. Trouve une autre matière avec laquelle tu peux le faire. J'ai pas la machine. Trouve un autre moyen. Puis à chaque fois, ça marche.
Et il faut voir, Chaque fois. ils bossent avec ces artisans, ces mecs, hein, il faut voir dans l'atelier. En fait, il ne faut pas croire, c'est une équipe et tout le monde a son mot à dire. Ah, oui, bien sûr. Tu as un mec, il arrive, parce que c'est ça qu'il faut voir. Il est pas là en train de dire à Zach, à machin, un truc. C'est une mentalité, mais ça. Non, Mais il va te dire. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, au départ, quand j'ai débrouillards. constitué mon équipe, on est sur un truc événementiel. Ah, bon, là, il y a l'électricité à passer, on va appeler un électricien. Non. Pourquoi? Alors, attends, je t'explique un truc. Il y a un fil, quand tu touches, ça fait mal. Donc, tu t'arranges qu'il ne touche pas. J'ai simple, maintenant, ça y est, ils font électricien. Quand on a une machine qui est en panne, bon, on va appeler le dépanneur. Est-ce que tu as vu la gueule d'un garagiste? Tu le vois, là, quand tu vas dans la mine, la gueule du garagiste, là? Comment il est? Dis, t'es plus con que lui? Non, mais ma question. Il y arrive, vas-y, fais-le. Ah ouais. Et puis, donc, il n'y a pas de profil. Et les gars, et ça y est, ils ont compris. Maintenant, ça fait 15 ans. Et c'est ils ont ça compris, qui est fascinant. ils font. C'est que les mecs, moi, quand je bosse avec eux, parce que des fois, Franck n'est pas là, les gars, ils te disent non, ça va pas marcher, on va le faire comme ça. Et c'est là où il faut être intelligent et humble. Parce que c'est là où tu dis attends, mais le résultat, il te dit le résultat, tu vas l'avoir, mais on va le faire comme ça. Et c'est pour ça que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Moi, après, là où je tempère le discours de Franck, c'est que la connaissance, parce qu'il facilite le truc, mais il a une connaissance de la matière technique et scientifique qui est réelle, tu vois. Quand on discute ensemble, moi, je suis ingénieur industriel, hein. On n'a pas de problème de se parler. Et quand je lui montre des plans, il me dit ah ben voilà des plans qui sont bien faits. Parce que c'est aussi ça, il faut arriver avec des plans, faut donner les outils pour pouvoir formaliser ce que tu veux faire. Hein. C'est pas juste un dessin en disant vas-y, tu me fais ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une mentalité, c'est un principe, c'est comment on peut faire. Et ce qui est fascinant avec les artisans marocains, qui est absolument dingue, c'est que moi souvent, si tu arrives et que tu le regardes même pas et que tu lui dis voilà. Fais ça. Non. Moi, quand je vais dans un atelier, et d'ailleurs, il le sait, hein, je me pose, pendant que lui, moi, je me pose avec le mec qui fait ça et je le regarde. Et je lui dis, pourquoi tu as fait ça comme ça? Et pourquoi tu as fait ça? Et j'apprends parce que le mec, il va m'expliquer. Si tu t'arrêtes et que tu t'assois avec un artisan qui fait de la dinanderie et tout, et qu'au lieu de passer à côté de lui, tu dis, ah, regarde, c'est beau. Non, tu t'assois et tu le regardes et tu essaies de comprendre. Le mec, souvent tu passes à côté d'un gars, mais c'est des malades. C'est pas moi tout seul. C'est des dingues. Et lui, il le voit, Saber, qui est mon chef d'atelier. Saber, je passe la nuit à faire des plans. Je viens avec la NASA en plan et tout ça. Je le pose. Saber me fait, oh, t'es complètement con. Regarde, tu fais juste comme ça. Ah ouais, mais c'est. Donc, c'est dingue. Et donc, c'est un truc. Et il le voit. Hein, il y a un vrai échange. C'est un truc d'équipe. Et après, il y a la manière d'appréhender avec les gens. Et si souvent, ils s'occupent mal des artisans. Quand on les voit faire quelque chose, je vois des soi-disant. Enfin, il le sait, il n'y a pas de chef chez moi. J'ai même pas les clés de mes ateliers. On voit un truc, on trouve qu'il fait mal. C'est pas ah non, mais c'est à chier ce que tu as fait. Non. Viens, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble comment on va faire. Même si je sais là où moi je veux aller. Je lui dis pas, hey mec, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, il se dit, je sers à quoi? Non. Et regarde, on va réfléchir. On va réfléchir ensemble comment on peut mieux le faire. Je sais où je veux aller. Mais ensemble, on va y aller. Ça y est, il est impliqué, ça devient son bébé, le machin, il veut le faire. Et il se dit pas, à 18h, j'ai fini. Et il dit, ah cool, j'ai trouvé la solution et tout ça. Et en plus, en même temps qu'on a cheminé ensemble, eh ben, moi, je savais où aller. Il m'a encore apporté des choses en plus auxquelles je n'avais pas pensé. Parce que là, il avait envie d'y penser. C'est pour ça qu'on le fait 10 fois mieux. Parce qu'on y a réfléchi à plusieurs. Et on n'a pas imposé une méthode et tout ça. Et à chaque fois, on le fait de mieux en mieux. C'était par rapport à l'impression 3D dans la construction. Ouais. En fait, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez parlé que la construction en 3D, Ouais, l'architecture. sur le terrain, c'était pas possible parce que il y avait. C'est compliqué. C'était compliqué. Du coup, est-ce qu'il y a moyen d'un peu faire comme on fait pour l'impression de béton préfabriqué, Voilà. en fait, de l'imprimer ailleurs dans Voilà, des c'est ça. conditions correctes, et Exactement. en fait les ramener ensuite sur terrain pour les coller. Exactement. Du coup, est-ce qu'à travers cette option, on Exactement. pourra monter en étage et peut-être faire des trucs un peu plus complexes, Oui. un peu plus... Oui, qui tiennent. mais tu seras toujours contraint au problème du liant, c'est-à-dire de la soudure entre les dépôts de matière. Après, si je peux péter un des trucs, je te montre. Hein. Non, pas ça, mais par exemple celui-là, si le truc de... En fait, regarde, si tu vas voir, si je commence à... En fait,
pardon, attends, je vais me mettre là. Mais en fait, le truc, c'est que ce que tu dis est très vrai. Là, tu changes, c'est-à-dire tu viens dans un endroit où tu maîtrises l'environnement pour imprimer des éléments structurels qu'après tu vas déplacer. Donc là, tu reviens à l'industrie. Tu quittes un petit peu ce qu'on appelle du prototypage rapide pour revenir un petit peu vers l'industrie. C'est pas grave, mais ça te permet de faire ce lien-là. Mais le problème est toujours identique, c'est que si tu fais ton élément structurel, si tu as un appui verticale, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à avoir une déformation horizontale, donc si par exemple ça, j'appuie dessus, il n'y a pas de souci. Mais dès que je vais déplacer la matière, c'est-à-dire dès que je vais lui impliquer une force, regarde, tu vois, là, tu as l'exemple, après je pourrais te passer la matière. Tu vois, regarde, tu vois même les éléments, tu vois, parce que comme ça s'est posé, ça ne s'est pas bien soudé, mais tu te retrouves avec quelque chose, c'est comme une feuille, hein. Il ne m'a pas fallu beaucoup pour l'arracher. Donc sur un appui vertical, il n'y a pas de problème, mais si tu commences à avoir une force horizontale, ça pète. Et le problème quand tu fais un bâtiment, c'est que l'environnement, c'est-à-dire des forces, tu n'as pas que des forces verticales, tu as aussi des forces horizontales qui sont exercées, surtout dans les endroits sismiques, et ça ne peut pas tenir. Donc tu crées de la densité. Oui, mais là, voilà, après, si tu mets, à ce moment-là, tu fais un madrier, tu fais ton truc, tu coules ton béton et tu as ton poteau. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au moins, ça pourrait... C'est là où moi, je vais voir Franck et je vais lui dire, voilà, on fait ça. Il va me dire, mais non, t'es con. On fait ça. Parce que ça ne sert à rien de complexifier quelque chose qui fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'on commence à rentrer dans un processus de réflexion. Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est pertinent? Si je fais ça comme ça? Parce qu'il faut faire très attention à l'effet de mode et au marketing avec les intentions. Parce que c'est contre-productif. C'est contre-productif. Si tu veux absolument faire de l'impression 3D parce que tu dis que tu veux faire de l'impression 3D, alors à ce moment-là, conçois un objet adapté à l'impression 3D. Mais si tu commences à vouloir sortir et dire, voilà, j'ai fait ça avec de l'impression 3D, les bâtiments en impression 3D, pour moi, tu vois, c'est ce qu'on disait, hein, et je te dis, j'ai fait une vidéo sur YouTube, et je fais une vidéo par semaine où je pars d'un thème, comme ça, le mobilier imprimé en 3D. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que tu as vu les trucs. Là, j'ai fait, par exemple, la dernière vidéo, c'est sur les matériaux à mémoire de forme, les plastiques à mémoire de forme. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, en impression 3D, ils ont fait des plastiques à mémoire de forme. Mémoire de forme, c'est-à-dire que tu as une forme initiale, certaines humidités, certaines températures, et la matière se déforme. Donc tu peux avoir, là l'exemple c'était un meuble complètement plat, et une fois qu'il était dans un environnement avec de l'humidité, il se redressait et ça te faisait une assise. Plastique. Les pare-chocs Volvo. Ouais. Les pare-chocs Volvo. Tous les pare-chocs Volvo. Ils reprennent la place. Ils reprennent la forme. Et la thermochromie, c'est quel matériau? Non, c'est un pigment, la thermochromie. C'est du polymère. Donc c'est en fait un partout. Tu peux le mettre. Par contre, tu pètes la molécule si ça monte trop en température. C'est le problème de la thermochromie. Parce que la thermochromie, c'est un pigment. Et en fait, c'est un pigment qui devient transparent à une température que tu suggères. Donc, par exemple, tu peux dire à 60 degrés, le pigment va devenir transparent. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que j'ai fait un plateau, moi, comme ça. Ça va vous permettre de comprendre vite fait. Je vais vous montrer. J'ai fait un plateau thermochromique. Il est où mon plateau? Il est là. En fait, j'ai fait un plateau thermochromique. Et pourquoi mon plateau est noir? Parce qu'en fait, le pigment thermochromique, c'est le noir. Tu vois? Et en fait, donc tu as le motif qui est sérigraphié sur le plateau, ou qui est tampographié sur le plateau, et qui après, il est peint par le pigment noir thermochromique. Et quand tu poses ton verre à thé chaud, le noir va devenir transparent et va laisser apparaître le motif. Donc la thermochromie est un pigment. Le problème de la thermochromie, c'est qu'arrivé à une certaine température, je crois que c'est 180-200 degrés, tu pètes complètement et elle ne fonctionne plus. C'est pour ça que ta bobine, quand tu la reçois, tu le vois tout de suite, tu le mets à température, ça marche super bien. Tu l'imprimes, c'est pas tout à fait la même chose. La variation chromatique n'est pas identique. Mais tu es aussi aux UV. Tu l'as vu ça aux UV? C'est-à-dire que tu as un plastique, il a une couleur, tu le passes aux UV, il change de couleur. Maintenant, il existe tellement de trucs, c'est fascinant.
Non, c'est pas produit, mais ça va être produit. C'est canon. Ouais, j'ai tripé aussi là-dessus, mais j'ai voulu développer. Mais après, c'est là aussi, tu vois, on parle de conviction. Et là, on arrive sur la grosse problématique que j'ai ici, c'est que les industriels, on est dans un pays où on a vécu la colonisation, on a eu un transfert de savoir-faire, donc on a un tissu industriel remarquable, mais on a appris l'industrie par la sous-traitance. Donc sortir d'une mentalité de sous-traitant pour aller vers une mentalité de créateur, c'est un chemin qui est compliqué. Et il faut pouvoir sensibiliser ces entreprises à aller vers la création, à croire conviction, à croire en la création. Et ça, c'est un cheval de bataille que je t'explique même pas. J'ai discuté avec les plus grands chefs d'entreprise du Maroc, hein, je te jure, je les ai tous rencontrés, hein. Que ce soit Mafoder, Walmarcom, dernièrement, tous, enfin beaucoup en tout cas. Et à chaque fois, ils veulent, mais c'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Donc oui, mais est-ce que ça va marcher? Mais nous, on sait faire. Tu savais que les intérieurs des Maserati sont fabriqués au Maroc? C'est une société qui s'appelle Techmoul à Casablanca. Je te jure, je me baladais parce que moi, j'adore les usines. J'adore me balader dans les zones industrielles. Pour moi, c'est mon Disneyland à moi. Je te jure. Hein. Et je me balade, et là, je vois marqué Techmoul. J'entends moule, je pense pas à l'huître. Hein. Moi, je pense injection, machin. Et là, je rentre, et là, tu as un gros moustachu, un flic. Le flic du Carrefour, tu vois. Il arrive, et là, je rentre, il y avait des espèces de grosses presses et de gros moules. Les mecs fabriquent les moules. Ils fabriquent les moules et ils les injectent juste à côté. Dans de la fonte, ils ont des machines à usiner la fonte, parce que bon, là, on rentre dans des trucs, mais à 6 axes, 8 axes, c'est-à-dire le truc qui vient de gratter l'intérieur du nez, quoi. Parce que tu as 3 axes, X, Y, Z. Et après, plus tu montes en axe, plus en fait la tête vient se plier n'importe où. Et c'est comme un doigt. Parce que X, Y, Z, donc Z, X, Y. Et après, tu rajoutes des axes. Donc X, Y, Z, X, Y, Z. X, Y, Z. Et après, tu as ta tête, ta fraise, qui se balade et qui vient creuser n'importe où. Et le mec, il fabriquait les moules des Maserati, des tableaux de bord. Il me dit, ouais, ça c'est le moule de la Maserati, machin truc. C'est au Maroc. Et quand tu possèdes cette technologie-là, c'est pour ça que c'est incroyable. Les artisans, ils ont cette capacité d'adaptation qui est incroyable. C'est que quand tu possèdes cette technologie-là, tu as envie de dire, mais mec, viens, on fait un truc. Tu te tues à sortir des moules pour avoir une marge de 5% et le mec il va te négocier à chaque fois pour que tu sortes les... Et pour que tu, c'est ça la sous-traitance. Pour que tu sortes plus à moins cher. Mais viens, on fait un truc. On court-circuite et on crée ensemble. D'abord, une petite unité. Mais on y arrive. On y arrive. Chouïa, on y arrive. Mais c'est pour ça que ces événements sont importants, parce que ce sont des... On sensibilise, on motive, on discute, on met à disposition des outils. Bon, ça, c'est l'Institut français, mais c'est bien, c'est une bonne initiative. Moi, j'adhère à cette initiative. Mais il faut que ça développe. Voilà. C'est cool. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, vous pensez quoi des nouvelles orientations du design au Maroc? Alors, ouais, mais les nouvelles orientations du design au Maroc, non, c'est très intéressant ce qui se passe au Maroc. Mais en fait, encore une fois, c'est une question de connaissance. Vouloir standardiser l'artisanat, c'est crever la dynamique du design et la dynamique de l'artisanat. Si tu veux standardiser l'artisanat, parce qu'il y a eu des projets de standardisation artisanale, c'est une aberration totale. Ça fait des années, moi. Ça fait 10 ans que je me bats là-dessus en disant non. Arrêtez de dire. Déjà, il faut arrêter de dire. Oui, les artisans, ils savent pas. Je leur fais un truc et à chaque fois, c'est jamais la même chose. Il faut arrêter et puis après, il faut aller dans l'expérimentation avec eux. Il faut aller dans la maîtrise du savoir-faire. Parce que si tu standardises, la systématisation, l'artisan, il s'embête, il s'ennuie. Et après, tu le considères pas. Donc, il fait toujours la même chose. Et puis, ça y est, tu l'as éclaté. Le design, c'est le plus gros destructeur de l'artisanat s'il est employé à mauvais escient.
Mais vraiment, je vous le jure. Hein. Et quand tu étudies un petit peu le design, tu fais gaffe à ça. Parce qu'il y a eu ces problématiques en Occident. Et justement, la réponse d'Edgar Gropius avec le Bauhaus c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'a pas utilisé l'artisanat pour standardiser, il a utilisé l'artisanat pour expérimenter de nouveaux systèmes d'habitation avec la fameuse chaise, etc., etc. On a pensé, tiens, je veux essayer d'innover dans l'habitation. On a des artisans, on va bosser avec eux pour expérimenter. Mais en aucun cas, ça a pour objectif de standardiser ce système artisanal. On va expérimenter, on expérimente. Par contre, là où on parle de design, et c'est pour répondre à la question, c'est qu'on a un tissu industriel au Maroc qui est extraordinaire. Et au lieu de toujours dire « Ah, l'industrie, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas bon, c'est bien », et l'artisanat, c'est magnifique. Oui, l'artisanat, c'est magnifique. Mais l'industrie, c'est magnifique aussi. Qu'est-ce que je peux faire avec cet outil industriel? Qu'est-ce que je peux penser comme objet? Donc c'est aussi de proposer des choses. On manque de référents. C'est-à-dire que si tu vas en France et que tu parles de design, donc là le discours est parfaitement tenu, Stark, Jean-Marie Massot, Nathalie Crassé, c'est des mecs, Patrick Join, les 3 derniers, c'est des mecs qui sont sortis de mon école. D'accord? Et je les connais très bien, ils étaient même profs avec moi, enfin ils étaient mes profs quand j'étais à l'ENSI. On a des référents, c'est-à-dire tu peux aller voir un industriel et tu dis la Ghost de Stark qui reprend l'assise Louis XVI et qui l'a fait en injection plexi pour Cartel. Voilà, donc tu as des référents. Au Maroc, on n'a pas de référents. C'est-à-dire toi, si demain tu vas aller voir ton père et tu lui dis je veux faire du design, il doit être certainement sensibilisé. Tu veux faire du design, mais c'est quoi le design? Oui, mais regarde Stark. Regarde, oui, mais il te dit, oui, non, mais ça, c'est chez nous. C'est quoi le design? Il y a quoi chez nous? Et c'est là, moi, ce que j'essaye de faire avec des projets comme ça, c'est essayer de créer des référents. C'est essayer de créer une base sur laquelle tu peux dire, regarde, voilà, ce designer, mais regarde ce qu'il a fait. Et essayer de sensibiliser pour développer cette logique vers aussi la valorisation dans la démarche industrielle ou du prototypage rapide. Tu vois, avec la petite poignée, c'est pour dire non, l'artisanat, regarde, moi, j'ai pas touché. Mais par contre, tiens, c'est hyper intéressant, on fait quelque chose de nouveau, on fait quelque chose de différent. Donc l'avenir de design, c'est, première chose, faire des écoles. Il faut monter des écoles parce qu'on n'a pas d'école de design. On a du design graphique, on a du design de packaging, on a de l'architecture d'intérieur, on n'a pas du design produit. Le design est lié à l'industrie. Le design produit, le design industriel, ça vient du mot dessinateur industriel. Le mot design, si vous voulez savoir l'histoire, dans Raymond Guido, qui était mon prof d'histoire du design à l'ANSSI, ça vient de dessinateur industriel parce que les Français, encore une fois, tu vois, et on ne le sait pas, c'était les premiers à avoir essayé de penser l'objet, de le dessiner, de le styliser. Et c'était souvent des ingénieurs, mais qu'on appelait des dessinateurs industriels. Et après, les anglo-saxons, notamment les Anglais, sont arrivés à côté et ont voulu aller plus loin. Et ils ont repris le mot des dessinateurs industriels et ils l'ont appelé design. Et le design est une itération de dessin industriel qui a été repris et ils ont développé une catégorie là-dessus, mais c'est lié à l'industrie, c'est lié à la production en série, le design. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de la micro-série, mais ça veut dire que, ou même de l'artisanat. Mais ça veut dire que, attention, quand on parle de design, oui, on va faire du design pour l'artisanat. Non, les gars, arrêtez avec ça. Arrêtez. On fait de la... Oui, mais le concept store, c'est pas de l'artisanat. Alors, oui, mais ça dépend. Si tu es dans un objet que tu as prototypé, avec du prototypage rapide, que tu as essayé d'avoir une logique de standardisation, où tu as utilisé des outils de la production en série, c'est-à-dire issus à l'industrie, c'est du design. Mais il faut pas mélanger. Le design n'est pas une tendance. C'est un métier lié à l'industrie. L'artisanat, par exemple, la personnalisation, c'est pas du design. On est dans de l'artisanat. Quand tu prends une babouche et que tu mets du tissu et que tu mets du truc, c'est pas du design. Tu n'es pas dans une démarche de design. Tu es dans une démarche de style, tu es dans une démarche d'artisanat, de personnalisation, d'appropriation. Appelle ça comme tu veux. Mais après, tout dépend. Ce n'est pas la création d'un objet avec un style différent. Quel est le processus de fabrication que tu as mis en place? Comment il est fabriqué? Comment il est mis en place? Est-ce qu'il a une ergonomie, une fonctionnalité, une résistance dans la matière? Là, tu rentres dans l'industrie. Tu rentres dans le design.
En fait, là, on touche à quelque chose d'assez sensible. Moi, après, je ne mets pas de catégorie en disant lui c'est design, lui n'est pas design. C'est pas mon sujet, parce que après tu rentres dans un combat qui est interminable. La problématique, c'est de dire utilisons les termes comme il faut, parce que sinon ils peuvent être contre-productifs. C'est simplement ce que j'explique. Voilà. Donc, au contraire, moi, faites du design, mais si vous allez vers cette logique de design, comprenez l'impact que ça a et utilisez, comprenez les outils et les matériaux qui correspondent à ça. Ce que je dis, le design, c'est pas du style. Le style représente une infime partie du travail du design. Le matériau, comment tu le ranges, comment tu le plies, est-ce qu'il faut, comment tu l'assembles, comment tu le répares. Comment réparer, la réflexion de la réparation de l'objet fait partie d'une démarche de design. Tu vois, donc c'est-à-dire que c'est vaste. Et après, dans les métiers du design, c'est pour ça qu'on précise, et c'est encore les anglo-saxons qui ont précisé, tu as le design produit, design... En fait, quand tu dis design, in fine, tu dis design produit, design industriel. In fine. Donc quand on te dit... D'ailleurs, si tu parles aux Anglais, tu dis je suis designer, il dit oui, mais de quoi? Product design. Et après, tu vas dans graphic design, sound design. Parce que, en fait, maintenant, tu as allé dans tout ce qui décline, toutes les déclinaisons du métier du design. Space design, interior design, etc., etc. Et après, pourquoi on associe design? Parce que quand tu fais de l'impression avec ça, tu es dans une démarche industrielle. Cet outil-là est un outil de production en série. T'imprimes. Tu standardises, donc tu fais du design graphique parce que tu utilises un outil de standardisation. C'est pas un peu compliqué ce que je raconte, ça va, vous suivez, hein? Mais c'est-à-dire, j'essaye de dire, en fait, je ne fais pas un cours sur l'histoire du design et tout ça, mais en fait, c'est surtout pour vous sensibiliser sur le fait que ça peut être contre-productif. Design, ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. C'est un métier lié à une production en série. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en détacher, mais réfléchis la façon dont tu le mets en œuvre. Voilà. Et si tu dis « je suis styliste », c'est très bien, tu peux dire « je suis styliste », parce que je personnalise le machin, je travaille là-dessus. Mais là, tu peux jouer avec l'artisanat. Parce que tu vas faire ça va être de l'objet unique, ça va être de l'objet sensible. Tu vas pas trop te poser de la question du coût, du machin, etc. Quand tu fais du design, le coût, tu peux pas t'en dissocier, mec. C'est pas possible. Moi, tu me prends n'importe quel objet. Tu me dis, ouais, mais comment tu fais? Combien ça va coûter? Le tricycle Bellec, 2500 dirhams à la prod. Je l'ai calculé, je l'ai tout testé. Moins cher qu'une mobilette, un peu plus cher qu'un vélo, mais moins cher qu'une mobilette. Alors pareil, il faut faire attention. Maquette, prototype. Vous savez ce que c'est qu'un prototype? C'est le premier objet d'une série. C'est-à-dire, une fois que vous avez mis votre ligne de production, c'est le premier modèle d'une série. Le reste, ce sont des maquettes. Maquettes d'aspect, maquettes de forme, maquettes de matière. Donc, quand vous travaillez, vous faites des maquettes. Et après, une fois que vous avez travaillé vos maquettes, vous faites un prototype. Donc, quand tu arrives et tu dis « je vais faire un prototype », non, dans la définition. Mais ça, c'est pas grave. Après, c'est des mots. Après, je vous apporte juste les... Mais si tu vas voir un industriel, tu dis, je fais un prototype, le mec dit, mais t'es malade, on va d'abord faire des maquettes pour valider l'objet. Et après, avec les maquettes, on va travailler notre unité de production, notre ligne de production. Et sur la ligne de production, on va sortir notre prototype. Parce qu'en fait, j'attends pas... Alors là, on touche le nerf, là. C'est-à-dire, j'attends pas à ce qu'on vienne, on me dit, voilà ce que tu dois faire. J'attends pas un projet, moi. Moi, je fais des trucs. Si j'ai un truc dans la tête, là, ce que tu vois de mon site internet, lui, il vient dans mon atelier, il dit, mais c'est quoi ce truc? Ah, ça, je l'avais fait, c'est quoi ça? Le nombre de trucs que j'ai fait, que j'ai pas montré, parce que ma sœur, avec qui je bosse, elle me dit, j'en peux plus, parce que je reçois des appels, où est-ce qu'on peut l'acheter? C'est pas en vente. C'est que le souci, c'est qu'il faut faire, et des fois, pour sensibiliser des fabricants ou des trucs, il faut sortir des choses. Donc il y a plein de choses que j'ai sorties pour essayer après de sensibiliser. C'est des stratégies en fait. Pour qu'après les mecs te disent, moi je te suis sur ce projet-là, je vais le faire avec toi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé.